On va reprendre les débats. Bien, on va reprendre les débats. N'hésitez pas, prenez place. On a une après-midi au programme assez dense. Vous le savez, on va parler notamment du bien-être animal, le bien-être animal qui est un défi pour l'élevage européen et bien sûr français. Le statut de l'animal et son bien-être sont au cœur des préoccupations des consommateurs. Certains demandent plus de transparence, d'autres plus radicaux réclament l'abolition pure et simple de l'abattage avec une pression notamment des mouvements antispécistes, véganes. On va d'abord s'intéresser à la communication. Comment communiquer, quelles stratégies de communication doivent adopter notamment les éleveurs face à ces organisations véganes et antispécistes. Et pour en débattre, je vais appeler donc nos trois intervenants. Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint en charge de l'agriculture à l'INRA. Monsieur Perrault, merci de me rejoindre. Prenez place. Brigitte Gauthière, porte-parole de l'association L214. Bienvenue. Vous êtes venu avec votre sac. Et Antoine Thibault dit Agriskipi. Il nous dira pourquoi Agriskipi. Il est éleveur laitier en Normandie. Bienvenue Antoine. Et vous êtes également youtubeur, éleveur et youtubeur. Il fallait le trouver. Alors, on a beaucoup discuté, pour être très transparent, avec la rédaction en chef de Ouest France concernant ce débat. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer en long et en large pourquoi ce débat a suscité beaucoup de réactions notamment dans le monde agricole. Mais il est, et on en est absolument certain, il est important pour Ouest France, qui est le premier quotidien national, de donner la parole à tous, même à des acteurs qui peuvent susciter de très vives réactions au regard de la crise que vivent aujourd'hui les agriculteurs. Alors avant de commencer le débat, on va vous donner la parole bien sûr à vous trois. J'ai appelé Patrice qui va me rejoindre pour animer ce débat. Juste avant, on va donner la parole à deux personnes qui nous l'ont demandé et on a bien sûr accepté. Parole à la FRSEA de Bretagne et à la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor. Alors vous allez pouvoir intervenir, on va vous passer un micro. Je vous ai proposé de venir derrière le pupitre, vous avez préféré évidemment intervenir de votre place. Voilà, vous avez la parole, on s'est bien mis d'accord, juste quelques minutes pour exprimer bien sûr ce que vous souhaitez dire juste avant, en ouverture de ce débat. On vous écoute. Tout d'abord, je voudrais juste préciser, donc Thierry Coué, président de la FRSEA Bretagne, mais aussi, je m'exprime ici et j'aimerais que la salle, en tout cas, tous ceux qui travaillent de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du monde de l'élevage, se lèvent pour montrer tout simplement aujourd'hui ce que vous, mouvement L214, faites vivre aux éleveurs en Bretagne. Mais pas seulement aux éleveurs, aussi aux gens qui travaillent dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Ce monde-là est en émoi aujourd'hui. Certes, il est beaucoup plus facile d'aller sur un plateau acquis en région parisienne qu'en Bretagne, terre humaniste, mais qui s'est bâti sur un système extrêmement consensuel, sur un développement harmonieux entre des éleveurs et toute la chaîne et la filière qui existe derrière, tant à l'amont qu'à l'aval. C'est d'abord un tissu d'hommes. Un éleveur est quelqu'un qui aime ses animaux, madame. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais aujourd'hui, les éleveurs sont blessés dans leur existence même. Il y a des burn-out, il y a des gens qui cessent de vivre parce qu'ils sont remis en cause dans l'existence même de leur métier. Voilà. Merci. Madame. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour à vous trois. À Griskipi, j'ai été voir sur YouTube, j'ai beaucoup aimé. Daniel Evin, donc je suis agricultrice, productrice de porc, présidente de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor et présidente d'Agriculteurs de Bretagne, l'association qui a été mentionnée tout à l'heure et qui travaille effectivement à rapprocher les Bretons et les Bretonnes de leurs agriculteurs. Quand on a lancé cette association il y a maintenant 5 ans, ce que nous ont dit les Bretons et les Bretonnes, c'est nous on fait confiance à nos agriculteurs et on veut qu'ils nous parlent. Donc on organise, avec l'aide de votre journal d'ailleurs, avec beaucoup d'acteurs qui sont ici, des portes ouvertes. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, je voudrais parler aux jeunes qui sont dans l'autre salle, qu'on voyait tout à l'heure sur l'écran, et leur dire, venez nous voir, venez aux portes ouvertes, venez dialoguer avec nous. Je le dis aussi à certains qui sont là, mais vu le nombre d'acteurs concernés par l'agriculture, je pense qu'ils savent de quoi je parlais. Mais effectivement, à un moment donné, manier les mauvaises images, rentrer dans les élevages, faire peur aux éleveurs, les blesser dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur métier et leur pratique, c'est insupportable. C'est insupportable, qui plus est, effectivement, dans un moment que l'on vit et qui est vraiment très compliqué. Donc, les agriculteurs que nous sommes, on va continuer, on va montrer, on va toujours prouver, et encore plus, parce que justement, vous êtes aussi présents sur un certain nombre de réseaux. On va montrer ce qu'on sait faire de bien. Et moi, vraiment, j'appelle au dialogue et non pas à céder à la peur. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Alors, le dialogue, bien, on va l'avoir. On va commencer avec vous, Brigitte Gauthier. Donc vous êtes porte-parole d'L214. Inutile de rappeler ce qu'est votre association. Avant de parler de votre stratégie de communication et de connaître un peu l'objectif que vous êtes assigné, juste une question sur le financement d'L214, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, c'est très difficile de savoir le vrai du faux. Je voudrais juste avoir votre point de vue et nous expliquer comment est-ce que vous êtes financé. Je rappelle juste, avant que vous preniez la parole, que L214, vous avez un siège à Lyon, si je ne m'abuse, enfin des bureaux à Lyon et à Paris. Vous êtes une quarantaine de salariés qu'il faut financer. Vous bénéficiez de moyens vidéo. Ici, on en sait quelque chose, ça coûte. Comment est-ce que vous êtes financier et qui est derrière L214 ? Donc, alors, bonjour, déjà merci pour pouvoir me faire parler effectivement dans une salle qui n'est pas parisienne, dans une salle de personnes qui vivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux, et effectivement, les images qu'on montre, ça vous sort d'une zone où vous n'êtes pas, ça vous expose fortement, effectivement. Nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est ce qu'est la grande majorité de ce qu'on constate dans la littérature scientifique. 78% des poules pondeuses sont élevées dans des cages, 95% des cochons sont élevés sur du caillebotis sans accès à l'extérieur. Les conditions d'abattage, on les a montrées en long, en large, en travers. Au début, on nous a dit... mais non, c'est des exceptions. Puis après, les contrôles du gouvernement montraient que 80% des abattoirs présentaient des non-conformités allant de mineurs à majeurs. Ces chiffres, donc, voilà. Vous les sortez d'où ? Alors, 68%, je sais pas, alors dites-moi si c'est l'inverse. 68% des poules pondeuses sont élevées en cage de batterie, ça vient de l'Italie. 95% des cochons qui sont élevés en bâtiment sur caillebotis, c'est l'IFIP. Je parle sous leur contrôle, je crois qu'ils sont là. On a 99% des lapins qui sont élevés en cage, etc. Enfin, les chiffres montrent que la majorité des animaux aujourd'hui sont élevés sans avoir d'accès à l'extérieur, alors que c'est une forte demande sociétale. Voilà. Après, sur le financement d'L214, qui est L214 ? Moi, je suis une fille de la ville, de celle que vous n'aimez pas du tout. Alors ça, c'est souvent ce qui nous est reproché, d'être des gens, des citadins, des gens de la ville, qui n'y connaissent rien du tout en matière d'élevage, etc. Donc je reprends ce cliché-là, qui est absolument tenace. Jusque mes 20 ans, j'ai mangé de la viande, je n'ai jamais questionné cette chose-là. J'adorais, mon plat préféré, c'était la blanquette de veau. Et à 20 ans, effectivement... j'ai croisé mon compagnon, qui est encore mon compagnon aujourd'hui, Sébastien, qui est aussi cofondateur de l'association. Et nous
nous nous sommes interrogés. Lui, il est petit-fils d'éleveur, petit-fils de boucher et de maquignon. Son autre grand-père était boucher maquignon. Il a vécu à la campagne toute son enfance. Il a vu tuer le cochon. Il a vu les lapins dans les clapiers, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est un petit gars de la ville. Lui, c'est plutôt un gars de la campagne. Pour autant, on a remis en question le fait de faire tuer des animaux pour nous alimenter. Donc le fondement d'L214, on a rejoint, on a découvert ensuite les mouvements Peter Singer qui a été nommé tout à l'heure, mais aussi d'autres, qui ont réfléchi à cette question philosophique, cette question éthique, cette question morale de la sphère de considération morale qui peut s'étendre. Et donc on s'est mis à plusieurs personnes comme ça qui ont mangé de la viande pendant très longtemps et qui à un moment ont remis en question le fait de faire tuer des animaux pour les manger. Et on a fondé Stop Gavage d'abord et puis L214 ensuite. On a commencé en démarrant, on était tous bénévoles, sans autre financement que nos fonds propres. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus de personnes nous ont rejoints. Aujourd'hui, L214, c'est 28 000 membres et donateurs, des particuliers. On n'a aucun financement public. Il y a 2 ans, on a eu 4 000 euros pour être tout à fait transparent sur la réserve parlementaire de Madame Laurence Abeille pour réaliser une exposition. Aujourd'hui, le budget d'L214, c'est combien? Alors, le budget, alors moi j'ai du mal avec, l'argent? Non, avec les termes. Le budget en nombre de dons qu'on a eu l'année dernière, on est sur 2016, on a eu 3 millions d'euros de dons, ce qui est très peu par rapport aux associations. Et la liste excuse-moi Patrice, la liste des donateurs, vous la rendez publique? Elle est affichée quelque part? Non, parce que vous comprenez bien de la que CNIL, non, pas trop, non. Non, elle n'est pas publique. Mais après, il y a des gens qui déclarent qu'ils adhèrent à L214. Sur Facebook, les followers, on voit, il y en a 600 et quelques mille. C'est facile d'aller regarder qui suit L214. Voilà, alors c'est des pseudos, mais des fois c'est des vrais gens. Alors après, Brigitte Gauthier, juste pour rester un peu sur le financement, donc des financements de particuliers, est-ce que des entreprises vous soutiennent? Si oui, à quelle hauteur? Quel est votre plus gros? Quel est le montant le plus important dans les donations? Alors, le montant le plus important dans les donations, ça doit être dans les 40 000 euros. Et c'est une entreprise, c'est une chaîne de boulangerie. Un patron qui est devenu vegan et qui a envie de soutenir les actions qui sont portées par l'association. Alors, si vous voulez, on va poursuivre, essayer de comprendre un peu le cheminement et le positionnement aujourd'hui de L214, parce que d'une certaine façon, vous avez le bien-être animal était on va dire ce que les économistes appellent un signal faible. Il était venu plutôt d'Europe du Nord. La Commission européenne s'en était emparée avec un certain nombre de réglementations. Les éleveurs avaient suivi, la question du transport des animaux, la question de la mise aux normes des truies, les poules pondeuses. Et puis, vous avez choisi une stratégie de communication depuis peut-être quelques mois, nettement plus offensive. Alors, il y a un livre qui vient de paraître qui a été écrit par Jean-Baptiste Delamo, L214, une voix pour les animaux. Vous le préfacez. Et alors, je vais vous citer, hein, vous dites, si Marx revenait aujourd'hui, d'une certaine façon, ce ne serait pas prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce serait plutôt animaux de tous les pays, unissez-vous. Vous dites, notre objectif, c'est d'apporter notre pierre à un monde plus juste. Et nous tentons chaque jour de provoquer une révolution, elle s'apparente à celle provoquée par Nicolas Copernic. L'être humain n'est pas le centre du monde. Alors, votre positionnement d'abord sur le plan philosophique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des associations qui militent pour le bien-être animal, on en a parlé ce matin. Vous êtes clairement aujourd'hui pour la disparition complète de l'élevage. Alors, effectivement, L214, c'est une association abolitionniste, c'est-à-dire qui refuse l'exploitation des animaux, notamment, là, nous, on concentre nos actions sur la production alimentaire, donc le fait de mettre à mort des animaux. Ça ne veut pas dire que les animaux vont disparaître de nos pâturages, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres modèles, d'autres relations avec les animaux, et c'est ce qui est développé, alors pas dans ce livre-là, mais par exemple dans Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kimlicka. Aujourd'hui, L214 a 2 champs d'action. Il y a d'une part, effectivement, essayer de provoquer cette réflexion autour de la place qu'on accorde aux animaux aujourd'hui, qui est juste une place utilitaire aujourd'hui,
alors que pour nous, ce sont des cohabitants de la planète, effectivement, et qu'on a avec eux la sentience, c'est-à-dire cette capacité à ressentir des émotions et à avoir envie de vivre. De l'autre côté, on est ici et maintenant. Et ici et maintenant, même par rapport à des gens qui mangent de la viande, souvent on nous dit oui, mais vous êtes déconnectés, les gens ne sont pas déconnectés avec l'élevage. En fait, souvent, ce que je constate, moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le monde de l'agroalimentaire qui est complètement déconnecté des attentes des consommateurs et des choix des consommateurs. Et du coup, nous, on va être sur... Excusez-moi, Brigitte Gauthier, mais c'est parce que disent toutes les enquêtes aujourd'hui qui sont réalisées entre les consommateurs et le monde agricole. Alors, je ne les ai pas là sous les mains, donc c'est un peu difficile pour moi de... Mais... Alors moi, je vais vous dire, 80% des gens considèrent la cause animale comme importante. 98% des gens pensent qu'il faut protéger les animaux d'élevage. C'est un Eurobaromètre 2016. 88% pensent qu'il faut un renforcement justement des lois en ce qui concerne les animaux d'élevage. Et 87% sont contre les élevages qui ne proposent pas d'accès à l'extérieur aux animaux. Donc ça, c'est sur le pan, ici, aujourd'hui, maintenant. Ça fait partie des choses qu'on fait par exemple sur l'élevage en cage des poules pondeuses, c'est-à-dire inciter les professionnels de l'agroalimentaire, les GMS, les fabricants, la restauration hors domicile à s'acheminer vers une sortie de l'élevage en cage. Et on en a parlé tout à l'heure et un certain nombre d'acteurs ont dit qu'ils travaillaient avec CIWF et avec Wellfarm qu'on connaît bien, et tant mieux. Sauf qu'ils travailleraient avec bien moins d'entrain et jusqu'ici ils ont beaucoup parler. Maintenant, on passe à l'action parce que justement, il y a des actions plus fortes qui sont menées. Quand vous dites passer montrent. à l'action, qu'est-ce que vous entendez par là ? Et par exemple, prendre des engagements sur d'ici 2025, supprimer de leurs approvisionnements les œufs de poule élevés en cage de batterie. Alors, restons quand même sur la disparition de l'élevage, parce que qu'est-ce que vous faites des territoires qui sont aujourd'hui valorisés par l'élevage ? Économiquement, comment vous accompagnez cette transformation ? Ici et là-bas, enfin dans les autres pays du monde. Et derrière, il y a une autre question. Quelle est la place des animaux de compagnie ? Puisque les animaux de compagnie, vous dites que L214 pense qu'on n'a pas à avoir d'animaux de compagnie. En tout cas, les animalistes pensent qu'il n'y a pas d'animaux de compagnie. En tout cas, qu'il n'y a pas d'exploitation des animaux. Alors, ouais, il y a vraiment une grande confusion. Le monde de demain, il n'est pas dessiné complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les animaux, notamment les animaux qui sont aujourd'hui enfermés dans les élevages, ont le désir de vivre. Beaucoup d'éleveurs revendiquent justement le fait d'aimer leurs animaux. Pour eux, les envoyer à l'abattoir, du coup, ça doit quand même faire un petit pincement de toute façon. Et du coup, essayer de trouver une autre façon de vivre avec les animaux, ça nous semble important. Alors, le remodelage de nos paysages, ben peut-être, oui, ça va impliquer un remodelage de nos paysages, mais ils ont été remodelés aussi par l'élevage au départ. Il y a eu les haies qui ont disparu, maintenant on les remet. Il y a eu des forêts qui ont disparu déjà au XVe siècle, justement pour pouvoir se chauffer, bâtir, faire de l'élevage, etc. On voit la déforestation en Amazonie aujourd'hui qui est due à l'élevage et pour pouvoir faire pousser un certain nombre de céréales légumineuses qu'on importe ici pour donner à nos animaux d'élevage. Donc l'élevage aujourd'hui, il modèle effectivement le monde d'aujourd'hui. Et demain, on peut imaginer, inventer, construire autre chose. Et c'est pour ça que vous êtes partie prenante de cette chose-là. Aussi, on ne parle pas du jour au lendemain, on est en train de parler sur des générations. Et jusqu'ici, les idées qu'on a portées, maintenant ça fait 20 ans qu'on porte ces idées, elles n'étaient pas entendues. Aujourd'hui, en montrant de quelle façon sont élevés et surtout de quelle façon sont tués les animaux, ça fait beaucoup réagir les gens. Au départ, quand on a montré les images des abattoirs, on nous a dit c'est une exception, c'est pas comme ça que ça se passe dans tous les abattoirs. Au bout d'un moment, on en a montré plusieurs. Et là, on a commencé à reconnaître que, effectivement, dans les abattoirs, ça se passait de façon brutale et violente, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les ouvriers qui y travaillent. Et pour les éleveurs, moi, j'entends bien les crises, le burn-out. Depuis que je suis petite, moi, j'entends que l'élevage est en crise, qu'il y a des problèmes.
effectivement, mais j'ai l'impression d'une fuite en avant. Alors là, on était en train de parler de la Chine ce matin, qui était en train d'industrialiser fortement son élevage et que ça allait faire disparaître tout un tas de personnes qui travaillent de l'élevage. C'est ce qui s'est passé en France. Là, ceux qui sont là, c'est ceux qui restent. Mais il y en a beaucoup qui ont disparu et ce n'était pas le fait des associations de défense des animaux, c'est les modèles d'élevage qui ont été choisis, développés, qui ont fait ça. Et nous, ce qu'on demande, c'est une révolution douce, c'est une révolution ensemble qui replace les êtres vivants doués de sensibilité au cœur de notre... Alors, juste quand même, on vous passera la parole juste après. Patrice, on va passer à M. Perrault. Jean-Louis Perrault, faire disparaître l'élevage, c'est possible. L'élevage, finalement, ça sert à quoi? Faire disparaître l'élevage, est-ce que c'est possible? En tout cas, pas à court terme. Parlez bien dans le micro, M. Perrault. Sûrement pas à court terme. Après, il faut... Enfin, je veux dire, quand on a parfois des problèmes, on prend une solution, et parfois la solution peut être pire que le mal. Alors, supprimer l'élevage, d'abord, il faut se poser la question où? C'est en Europe, enfin en France, en Europe ou sur le monde? Je pense que c'est sur le monde, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ça. Et du coup, il faut se poser les questions sur le rôle de l'élevage dans le monde, et la FAO a pas mal travaillé là-dessus. Je rappellerai le premier rapport de la FAO en 2006, Livestock Long Shadow, qui est quand même le rapport qui a mis la pression sur l'élevage. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui s'en sont saisis et qui ont disserté et qui ont réfléchi sur ce rapport dans un sens ou dans un autre. Depuis, la FAO a publié beaucoup d'autres rapports, justement sur le rôle de l'élevage dans nos sociétés européennes, africaines, asiatiques, etc. Et avec une position... assez différente de ce qu'il y avait dans le Livestock Long Shadow, mais on n'en entend jamais parler dans les médias. Ça, par contre, ça passe sous silence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ce rôle de l'élevage, ou ces rôles de l'élevage, ou ces impacts négatifs? Et aujourd'hui, il est très mis en question, l'élevage, pour des raisons environnementales, gaz à effet de serre, élevage industriel. Alors, quand j'ai vu ce matin les exposés sur l'élevage industriel en Chine, est-ce qu'en Europe, on a de l'élevage industriel? Du coup, je me pose la question, parce qu'on n'est quand même pas dans les mêmes tailles d'industrie, pour le coup. Remis en cause aussi pour sa consommation de ressources. Et puis, bien sûr, pour des enjeux de respect du bien-être de l'animal, voire maintenant d'éthique de l'animal et de la place de l'élevage. Alors, si on se met dans un monde... Demain, on sait qu'il va falloir nourrir 9 milliards d'êtres humains. Alors beaucoup de gens disent, bah oui, mais les animaux, ils mangent des graines, ça a été encore dit ce matin, donc si on supprime les animaux, il y aura plus de graines pour nourrir les hommes. En fait, c'est pas si simple que ça. Les animaux, et en particulier les ruminants, valorisent des surfaces en herbe, surfaces sur lesquelles on ne peut rien faire d'autre. Donc plaçons-nous dans un horizon 2050, 9 milliards d'êtres humains à nourrir, 30% des surfaces émergées du globe non gelées sont de la prairie, savane africaine, toundra... prairies dans le Caucase, en Uruguay, enfin, dans nos montagnes d'Europe de l'Ouest. C'est des surfaces sur lesquelles on ne peut rien faire, si ce n'est de l'élevage pour produire des protéines. Donc si on se prive d'élevage, je dirais déjà au niveau mondial, c'est 30% de la surface qui ne servirait plus à nourrir la planète. Alors qu'aujourd'hui, ils le font. La FAO dit que sur ces surfaces, bien que marginales, ça produit 25% de la viande mondiale, ce qui est tout à fait considérable si on imagine qu'en face, il y a quand même des élevages effectivement très, très productifs, très, très industriels. L'aquaculture aussi peut aider, bien sûr. On parle beaucoup d'animaux terrestres, mais l'aquaculture est aussi quelque chose d'important. Et puis chez nous, bah oui, je l'ai dit, l'élevage utilise les surfaces dans des zones défavorisées ou moins favorisées que d'autres, en modelant le paysage, surtout en créant de la vitalité territoriale, parce que sans élevage, donc, prenons le Grand Massif central, les Pyrénées, les Alpes, supprimer l'élevage, il n'y a plus rien. Enfin, c'est la forêt qui va gagner. Ça sera un autre paysage, beaucoup plus fermé, beaucoup moins biodivers, beaucoup moins de biodiversité. Donc ça crée quand même, c'est des changements radicaux. Deuxième point que je voudrais mentionner, c'est donc ce problème de sécurité alimentaire, finalement, mondial. Le deuxième problème, c'est des problèmes liés d'humanitaire. Aujourd'hui, sur la planète, il y a 800 millions d'individus. C'est 2 fois la population européenne après le Brexit, 800 millions, qui ne survivent que parce qu'il y a un petit peu d'élevage pour ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces 800 millions de personnes? Est-ce qu'on pourra les nourrir, en fait? Oui, enfin, est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont survivre? Migrer? Enfin, voilà, il y a quand même ce genre de questions qu'il faut se poser, parce que c'est quand même à des échelles très, très, très importantes. Planétaire, oui. Et puis, chez nous, l'élevage, on le voit dans cette salle ici et dans d'autres, c'est source d'emploi quand même, et donc de création de richesse.
Donc si on fait plus d'élevage, par quoi on remplace? Moi, je n'ai pas entendu de solution à ce genre de questions. Ce matin, on a parlé des aspects nutritionnels, donc je ne vais pas y revenir. Oui. Je pense que c'est effectivement possible de s'alimenter avec des rations avec très peu, voire pas de viande, enfin, de produits carnés, les végétariens. C'est plus cher, hein, donc ça s'adresse quand même à une certaine classe de population. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais c'est techniquement possible. Vegan aussi, mais là, il faut vraiment faire attention à son régime et aux additifs que l'on prend. Quelqu'un parlait de béquilles pharmaceutiques ce matin. L'élevage, la suppression, imaginons vraiment un monde sans élevage, c'est juste un non-sens écologique. Non-sens écologique parce que l'élevage, dans beaucoup de pays, contribue à la fertilité des sols. Moi, j'ai travaillé avec un thésard du CIRAD sur des systèmes laitiers, porcins, beaucoup laitiers en fait, maliens. Les animaux vont pâturer la journée dans les savanes, reviennent la nuit dans les parcages de village, déposent leurs bouses, et c'est la fertilisation, parce que c'est des paysans qui ne peuvent pas se payer d'engrais. Supprimer les vaches de ces paysans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent même plus faire pousser leurs légumes ou leurs peu de céréales. L'élevage contribue au stockage de carbone dans les sols, hein, la prairie, la restitution des effluents, et ça marche dans les pays d'Europe tout particulièrement. Et puis, l'élevage, on a cité tout à l'heure déforestation, donc réduction de biodiversité, mais en sens inverse. En Europe, l'essentiel de la biodiversité, plus de 50% des espèces végétales endémiques sont dans les prairies. La prairie représente 35% à 40% de la SAU européenne. 35 à 40% de la SAU, 50% de la biodiversité. Là aussi, c'est les ruminants. En l'occurrence, pour la prairie, c'est les ruminants. Donc, vous voyez, il y aura quand même énormément d'impacts très négatifs, voire même des questions qui sont dans le monde d'aujourd'hui insolubles. Alors, dans 200 ans, j'en sais rien, mais dans le monde d'aujourd'hui, dans un avenir moyen terme, c'est juste... Pour résumer votre pensée, un monde sans élevage, c'est une utopie, finalement, économique, humanitaire, environnementale, écologique. Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout un monde qui... et c'est aussi, quoi qu'on en dise, un monde qui gaspille. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu des études, alors il y a une étude de la FAO à nouveau, puis une étude faite, je vois qu'il y a Martin Scholten dans la salle, là, faite aux Pays-Bas, qui montre bien ça, c'est-à-dire des travaux de simulation qui montrent, par exemple, prenez un pays comme les Pays-Bas, et dites, ce pays-là, ok, tous véganes, donc plus de produits animaux. Eh bien, il faut plus de surface pour nourrir cette population-là que la même population qui a, on va dire, 20% de produits animaux dans son assiette, en pourcent de ses protéines totales. Évidemment, à 60%, comme on est aujourd'hui, l'animal, il est un peu en compétition avec la nutrition, l'apport d'aliments pour l'homme. Mais il y a une zone qui est vraiment, qui serait très, très efficace. Et que si on supprime les animaux, on a des systèmes agricoles qui seront bien moins efficaces. Jean-Louis Perrault, quand même, une dernière question sur un sujet qui est à la mode. Cultiver de la viande in vitro, ça peut être la solution? Si on veut continuer à manger de la viande? Oui, d'abord, ça ne s'appelle pas de la viande, c'est de l'amas de muscle pour l'instant. C'est de l'amas de fibres. Il n'y a pas de tissu nerveux, il n'y a pas de tissu conjonctif, donc on est loin de faire de la viande in vitro. De même que le lait de soja, ce n'est pas du lait, c'est un liquide blanc, mais voilà. Ça n'a rien à voir avec le lait. Donc cette viande, ce qu'on appelle viande in vitro aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec cette viande in vitro. Alors, techniquement, technologiquement, nul doute que notamment dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'argent qui va sur ce type de production. Il va y avoir des progrès. Simplement, ce que je voudrais dire quand même, juste un mot, on pourrait discuter longtemps sur cette viande in vitro. Dans les années 80, il y a eu le scandale du veau aux hormones, hein, pour certains s'en rappellent. Et donc, on a en Europe interdit l'emploi d'hormones dans la production animale. Eh bien, pour faire des cultures de cellules, il faut utiliser beaucoup d'hormones. Donc on aura, entre guillemets, une viande qui sera très, très hormonée, par exemple. Et ça, je pense qu'on n'est pas prêt techniquement de lever ce frein-là. Cette table ronde, on doit également parler beaucoup de communication et de stratégie de communication. Quel regard, vous, en tant qu'expert, en tant que scientifique, qui connaissez bien, évidemment, toutes ces problématiques liées à l'élevage, à la consommation de viande, quel regard vous portez sur la stratégie de communication d'L214 ? Et tout à l'heure, vous expliquiez que ça, on ne le voyait jamais, on ne l'entendait jamais dans les médias. Et comment est-ce que vous expliquez le comportement de certains médias à l'égard d'L214 et d'autres ? Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus facilement accès aux médias que d'autres. La stratégie de communication de L214, moi, il ne m'appartient pas de la juger. Non, mais vous pouvez avoir une opinion. Elle est performante, la preuve. Oui. C'est quand même
quand même une très forte minorité de notre population a quand même un accès médiatique. On dit quoi, qu'il y a 2% de la population aujourd'hui qui est végétarienne ou végétalienne? Oui, enfin c'est les chiffres de... Pour résumer, sans rentrer dans le... C'est très compliqué, hein. Le CREDOC fait pas mal d'études là-dessus. C'est un chiffre qui d'ailleurs ne bouge pas beaucoup en moyenne. Mais après, c'est quoi végétarien? C'est-à-dire que les gens sont aussi, et en particulier les jeunes générations, il y a des travaux de sociologie là-dessus, sont très flexibles finalement. Et on peut très bien être... il y a eu une enquête qui a été faite, on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes végétarien? Réponse 2 à 3% de réponse oui. Deuxième question, est-ce que vous n'avez pas mangé de viande depuis plus de 5 semaines? Réponse non. Il n'y avait plus que 0,5% des gens qui n'avaient pas effectivement. Donc c'est très difficile de savoir les chiffres exacts, mais peu importe. Donc grosse communication, forte communication, très impactante, avec des forts relais dans les médias, et finalement pour une population oui, mais très faible. Oui, mais en même temps, il y a quand même des bonnes questions qui sont posées. Enfin, tout à l'heure, on parlait de l'abattage. Alors moi, je pense... Malheureusement, j'ai commencé d'avoir quelques dizaines d'années. J'ai participé, quand j'étais gamin, à des abattages à la ferme, de porcs, de volailles, de lapins. Aujourd'hui, on est quand même... Alors, on peut dire que c'est pas encore bien aujourd'hui. Sûrement qu'il y a toujours... Mais c'est quand même fait de façon beaucoup plus respectueuse de l'animal. Et moi, ce que je pense surtout, c'est que l'homme peut... Enfin, à mon avis, il n'y a pas... L'éleveur, peut-être à part avec les accouveurs, mais l'éleveur, il fait naître ses animaux. Il les élève. Il les met à l'abri du danger quand même. Hein, enfin, je mets de côté les brebis qui sont égorgées par des loups à certains moments ou par des ours. L'éleveur, il a d'abord ce rôle-là. Donc, si on voulait... c'est un point important. Alors, il faut, je pense que si on veut continuer de manger des produits animaux, laitiers ou de viande, il faut, bien élever ces animaux. Ça, je pense que c'est... Et il y a eu des progrès de fait, et il y en a encore à faire. Et justement, sur cette grande zone du Grand Ouest, on met en place un grand programme de recherche et développement qui s'appelle le Laboratoire d'innovation territoriale Ouest-RL, qui vise justement à améliorer les conditions d'élevage avec une co-construction de ces conditions. Parce que ce qu'on se rend compte au niveau de la recherche, c'est qu'on a un problème. Parfois, la recherche amène une solution à ce problème, mais cette solution n'est pas acceptable par la société. Donc, il faut vraiment co-construire la solution avec les acteurs de la société. Les conseils régionaux pour la puissance publique, les Comcom, les ONG qui veulent que l'élevage fasse des progrès, les éleveurs eux-mêmes, et puis la science qui amène aussi ses compétences. Donc voilà, ça je pense que c'est une bonne façon d'aborder les choses et de faire progresser l'ensemble des filières. Merci Jean-Louis Perrault. Antoine Thibault, vous êtes producteur de lait dans l'Eure. C'est ça. Et vous êtes également youtubeur. Récemment, oui. Et je vais vous demander de réagir sur la façon dont vous avez reçu les différentes campagnes de communication aujourd'hui qui sont faites justement pour l'abolition de l'élevage. En fait, ces campagnes de communication dénotent une méconnaissance forte de ce qu'est mon métier, en fait, comme a dit monsieur Perrault. Les animaux que j'ai chez moi, je les élève, je les protège des prédateurs, et c'est vrai que ça doit poser humainement un problème à ceux qui sont confrontés aux loups, parce qu'ils ne peuvent plus préserver leurs animaux des prédateurs. Mes animaux n'ont jamais faim, mes animaux n'ont jamais soif, mes animaux logent dans des conditions excellentes, expriment des comportements naturels, expriment leur comportement naturel. En fait, je respecte l'intégralité des recommandations de l'Institut mondial du bien-être animal. Et sur la question de l'abattage, les seuls qui peuvent vouloir... je me pose la question de ce qu'on appelle une belle mort, clairement. Je me rappelle, j'ai une vache, elle s'appelait Jasmine, elle est née en 1994. C'est une vache qui a vécu 16 ans, une vache qui a fait 13 lactations chez moi, une vache exceptionnelle. Et je me suis dit, j'étais un peu naïf, un petit peu fleur bleue à l'époque. Je me suis dit, non, mais c'est bon, toi, tu vas gagner ta retraite à la maison. Et voilà. Et en fait, cette vache, c'était un vieux mammifère. Et on sera tous dans la salle des vieux mammifères. Enfin, certains, ils le sont déjà.
Et on souffrira tous. Vieux ou mammifères? Les mammifères, on l'est tous. Et on souffrira tous. J'ai vu mes grands-parents souffrir d'arthrose, j'ai vu mes grands-parents. Et pour nos animaux, on n'a pas la pharmacopée qu'on peut avoir pour les humains. Et ma vache de 16 ans, elle a fait de l'arthrose, elle avait du mal à se lever. Et je ne sais pas si vous savez, mais une vache qui a du mal à se lever, en fait, elle va rester longtemps debout. Elle va rester longtemps debout parce que quand elle se couche et qu'elle a du mal à se lever, elle a peur que ce soit la dernière fois de sa vie qu'elle soit debout. Et j'ai vu ma vache qui allait de plus en plus mal. Et oui, j'ai pris la décision de l'envoyer à la boucherie. Parce que je ne voulais pas, je ne supporte pas de voir un animal souffrir. Et un animal, un vieux mammifère, si on le laisse et qu'on veut qu'il meure de sa belle mort, on l'entraîne vers l'agonie. Et je ne sais pas si c'est ce que L214 veut, mais clairement, moi je suis éleveur, j'aime mes bêtes et je ne veux pas de leur agonie. Alors, il y a quelques années, vous avez décidé de montrer de façon très transparente votre élevage, vos animaux, avec une sorte de volonté pédagogique pour expliquer ce qu'est aujourd'hui le métier d'un jeune éleveur laitier dans l'Eure. D'abord, comment est-ce que vous avez eu cette idée et comment ça se passe? Parce qu'on sait le timing et le planning d'un agriculteur, c'est super serré. Donc, comment est-ce que vous trouvez le temps d'aller faire des films sur YouTube? Vous voulez une petite histoire? Et puis, on va peut-être voir quelques images d'ailleurs. Allez-y. Donc, déjà à la base, moi, j'adore recevoir du monde à la ferme. J'ai beaucoup de familles parisiennes qui viennent en week-end à la maison. Ils adorent venir à la traite, voir les animaux. Et j'adore. J'ai reçu récemment une association écologiste de ma commune. Et expliquer mon métier aux gens qui ne le connaissent pas, on voit les gens qui ont les yeux tout ronds, qui disent mais posez-moi des questions, allez-y. Et j'adore transmettre sur mon métier, expliquer ce que je fais et lever court aux idées reçues souvent parce qu'on parle d'antibiotiques, on parle d'engrais, de pollution et je réponds parce qu'il faut être transparent. Il y a une chose qu'on a oubliée quand même, c'est jusque-là, la communication qui a été faite en agriculture et notamment en élevage, c'était des entreprises agroalimentaires qui la faisaient. On a même vu des poules qui dansaient le French Cancan. On se doute bien que c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans les fermes. Et que ça a laissé un boulevard énorme aux gens qui voulaient montrer le pire. Et qui, avec des relais médiatiques très importants, veulent faire croire à la population que le pire est systématique. Or, clairement, chez moi, c'est pas ça n'a rien à voir. Donc, le déclencheur du fait de tourner des vidéos... Parlez bien dans le micro, ça a été, pour éviter les... Donc, le déclencheur, ça a été fin novembre. De nombreuses associations, dont la vôtre, ont alerté les candidats à l'élection présidentielle par une demande qui s'appelait Animal Politique. C'était signé, je crois que c'était 26 associations qui s'en occupaient. Et sur la partie des éleveurs, j'ai regardé les exigences que les associations avaient par rapport aux éleveurs, et je respectais tout. Clairement, chez moi, je respecte tout ce qui est toutes ces recommandations. À part les cornages, où clairement ça va être une technique qui va être appelée à disparaître, puisqu'on a accès au niveau, en termes génétiques, à des taureaux qui font des veaux sans cornes. Mais j'ai attendu un petit peu de communication de la part des interprofessions, de la part des syndicats. Je me suis dit, mais il y a une demande des associations de bien-être animal. On fait tout, mais qu'on en parle. Et cette communication n'est pas venue? Je ne l'ai pas vue en tout cas. Et donc, ne l'ayant pas vu, je me suis dit, en plus, YouTube, c'est un média qui attire énormément mes enfants. Et donc, ça a cheminé petit à petit dans la tête. Et on a profité des vacances de Noël dernier pour monter ça en famille. Et c'était un vrai moment de plaisir, quoi. Alors, vous avez combien de youtubeurs, enfin de fans ou de followers Alors, des abonnés, je n'ai pas regardé récemment, je vais en être à peu près à 500 ou 600 sur YouTube. Et je communique aussi beaucoup sur Twitter, qui est plus adapté au quotidien, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, tourner une vidéo et monter une vidéo, ça prend une bonne demi-journée. En plus, je ne suis pas une star du montage, je reste sur des vieux logiciels gratuits. Et
Et donc au quotidien, j'aime bien montrer quand il y a une image belle ou mauvaise, parce que ça m'arrive aussi de montrer mes animaux qui sont malades. Et contrairement aux animaux sauvages, aux animaux... mais en fait, quand j'ai un animal malade, il est soigné. Et je me rappelle, la semaine dernière, j'ai vu 3 petits chevreuils juste à côté de chez moi. C'est les animaux sauvages chez nous qui ressemblent le plus aux vaches. Et sur les 3, il y en avait un qui boitait très fort de la patte avant. Je suis revenu 3 jours après, il n'y en avait plus que 2. Et je pense qu'il a souffert. Antoine Thibault, vous avez fait le choix de vous afficher sur les réseaux sociaux. Comment le fait d'être éleveur, d'expliquer vos pratiques est perçu par ceux qui regardent vos images? Clairement, j'ai 2 publics différents. J'ai un public professionnel qui me soutient et qui, par ses soutiens, par ses petits pouces bleus qu'on voit sur les vidéos et par les commentaires positifs, m'incite à continuer. Après, j'ai un large public vegan qui m'en met plein la gueule. Quand vous dites qu'il m'en met plein la gueule, pour reprendre votre expression, on me traite de criminel, on me traite de violeur. J'ai même, il y a des trucs très crus et qui ont énormément choqué mes enfants à l'époque. J'étais obligé de supprimer des commentaires parce que ça allait beaucoup trop loin. Alors, Brigitte Gauthier, justement sur cette stratégie de communication, vous, avec votre compagnon, vous vous définissez comme non violent. Et en même temps, je vous cite, vous dites on est là pour déstabiliser la dictature de la viande. Vous avez une stratégie de communication, vous passez des exclusivités, notamment avec certains médias que vous choisissez, vous diffusez ces images. Est-ce que vous vous posez la question de l'impact de la violence de ces images sur l'ensemble d'une profession et par exemple sur les éleveurs? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions au sein de L214? Oui, clairement. Nous, on a commencé par distribuer des tracts, par essayer d'attirer l'attention avec simplement des tracts et des conférences. Et ça ne fonctionnait pas, mais je crois que c'est le même constat du coup que vous faites pour parler de l'élevage. Il faut passer par les médias qui existent aujourd'hui. Et les médias qui existent aujourd'hui, c'est les médias sociaux et puis les médias plus traditionnels. L214, au début, on n'avait pas tellement de relais médias que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait des dossiers qui sont étayés. Quand on montre quelque chose, on a les preuves de ce qu'on montre. Vous avez un élevage de vaches qui va à l'extérieur. Vous pouvez montrer plein de choses. Je pense que pour certains autres, c'est beaucoup plus difficile, quoi. De manière tout à fait claire, Madame Gauthier, un élevage comme le mien, avec des animaux qui vont dehors, avec des animaux qui ont une longévité supérieure aux autres, avec des animaux, clairement, vous avez dû les voir, mes vidéos, et ce serait bien que vous veniez à la ferme pour encore plus voir de plus près. Sans problème. Mais un élevage comme le mien, il doit disparaître ou il doit rester? Alors, un élevage comme le vôtre, il doit rester à la condition que les animaux n'aillent pas à l'abattoir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'euthanasie. Bah oui, mais c'est ça. Enfin, on veut maintenir les prairies, on veut maintenir les paysages. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à saisir, en fait. C'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire on ne considère plus les animaux comme des ressources alimentaires. Et vous parliez de votre vieille vache qui avait 13 ans, qui commençait à avoir de l'arthrose, et qu'il fallait l'emmener à l'abattoir absolument pour qu'elle meure. L'euthanasie, ça existe pour les chiens. Les chiens, on les emmène pas à l'abattoir, par exemple. Clairement, on est sur un débat idéologique aussi. C'est que pour l'avenir pour ma vache, je trouve que c'est beaucoup plus noble pour ma vache qu'elle serve à nourrir les humains, qu'elle serve. Sa mort aura servi à quelque chose. Si je l'euthanasie et qu'elle se transforme en engrais ou en ingrédient pour faire du ciment, ce qui arrive aux vaches qu'on emmène à l'équarrissage, mais elle n'aura servi à rien. Ça aurait été dommage. Et que, par contre, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'elle ait été abattue dans les règles de l'art. Mais ma vieille Jasmine, je l'ai accompagnée à l'abattoir. Je l'ai suivie, elle n'a pas eu peur. Elle a eu le coup de matador, point final, elle est tombée. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Et moi, je ne dis pas que les images que vous relayez sont fausses, mais je ne pense pas que ce soit la généralité. Brigitte Gauthier, quand même, une question aussi, puisque vous avez vous dites discours non violent, une image bienveillante des animaux, vous appartenez à un courant de pensée qu'on appelle les antispécistes, c'est-à-dire que vous considérez finalement que l'homme est un animal comme les autres. Qu'est-ce qu'une belle vie? Alors attendez, je reste sur ce cheminement. Une belle vie pour un renard, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il croque un lapin. C'est pas très bienveillant non plus.
Vous faites quoi? Vous rééduquez les animaux sauvages? Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'identifie toujours soit au renard, soit au lion, et jamais à la gazelle, jamais au lapin, en fait. À chaque fois, on essaye de se comparer aux grands prédateurs, et jamais aux animaux qui sont prédatés. Ça, c'est clair. Après, je crois que justement, ces questions... Oui, non, mais enfin, la prédation, la nature, c'est assez cruel. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des animaux d'élevage ont des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, avec des mutilations qui sont réalisées à vif, avec des séparations, la séparation des veaux avec leur mère, etc., qui sont relativement mal vécues par l'un et par l'autre. Mais Madame Gauthier, sur la séparation, parce que c'est un milieu que je connais bien, sur la séparation entre les veaux et leur mère, s'il est fait avant 4 jours de présence entre le veau et sa mère, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux vécu que si on le laisse 1, 2, 3 semaines. Parce que là, il y a un fort attachement entre les animaux, et là, ça crée des conditions. Après, je comprends que le commun du public, quand il voit des images de séparation, ça lui touche, lui, en se disant, mais moi, imaginez, on me retire mon enfant, mais moi, je serais le premier à tout péter, évidemment. Mais quand on voit qu'on sépare le veau de la vache, et que la vache... juste après, elle va manger. Mais est-ce que moi, si on me retire mon enfant, ma première idée, c'est tiens, je vais me faire une pizza? Non, c'est pas ça la vie. Ben, si vous aviez vécu ça et si on vous avait donné que ça comme représentation, je suis pas sûre que si vous retourneriez peut-être manger. Voilà. Après, il y a d'autres expériences qui ont été relatées par des vétérinaires d'une vache qui a eu 2 veaux, qui en a planqué un pour pouvoir continuer de l'allaiter. Enfin, voilà. Il y a aussi ces réalités-là, quoi. Non, là c'est clairement l'exception dont on dit c'est une réalité. Oui, c'est quelque chose qui existe. Et effectivement, j'ai des réactions diverses quand je sépare les vaches des veaux. Par exemple, quand elles vèlent en pâture, elles ont une réaction beaucoup plus... Elles sont plus à suivre la remorque qui... c'est aussi, à mon sens, parce que ça fait une bonne vingtaine d'années que j'observe les vaches, que j'essaie de les comprendre, et que je me suis demandé pourquoi en bâtiment ça se passe super bien, pourquoi en pâture ça se passe un peu moins bien, parce que c'est rare quand même quand c'est une catastrophe. Et j'ai même des vaches qui abandonnent leur veau. Qu'est-ce que je fais? Je les laisse crever? Non, mais c'est une question. Hein. Donc, pour moi, la vache, elle est en pâture. Quand elle vèle en pâture, elle est beaucoup plus aux aguets parce qu'elle est beaucoup plus exposée aux prédateurs potentiels. Merci. On n'arrivera pas de toute façon à vous mettre forcément. Moi, j'ai encore d'accord. J'ai encore un point à soulever. Non, parce qu'on a parlé beaucoup de véganisme en disant qu'il y avait des prothèses chimiques. Et or, les prothèses chimiques, il y en a pas mal aussi dans l'élevage. On parle de génétique, on parle de technique. Donc voilà, la vitamine B12 dont les végétaliens se supplémentent effectivement, 99% de la B12, l'industrie de la B12, ça va aux animaux d'élevage. Bien, on va passer, merci Brigitte Gauthier, on va passer donc aux réactions ou aux questions dans la salle. Je crois qu'il y avait déjà une personne d'Interbev, si je ne m'abuse, qui souhaitait, mademoiselle, descendez encore quelques marches. Descendez, monsieur va se lever. Voilà, et pour nous dire un petit mot. Merci beaucoup, merci à Ouest France aussi, parce que pour une fois, le 214 a ici des contradicteurs. Alors j'entends des émissions de radio de temps en temps avec vous, madame, où on parle d'1 heure des abattoirs, de ce qui peut se passer, où on dit qu'il n'y a pas de vétérinaire dans les abattoirs. Ici, nous, on ne connaît pas d'abattoir sans vétérinaire. Donc il y a un tas de choses comme ça qu'on entend assez régulièrement, et des émissions où vous n'avez pas de contradiction. Ici en Bretagne, au moins, vous en avez, et merci à tous ceux qui se sont levés également tout à l'heure. Justement, à ce propos-là, à chaque fois, donc, on est en caméra cachée dans les outils d'abattoir, et on insiste systématiquement sur les conditions aussi inqualifiables de nos salariés, de mes salariés, en disant des choses qui sont inacceptables, notamment qu'on n'a quasiment que des drogués pour suivre le rythme. On lit des choses comme ça, donc permettez-nous de contredire un petit peu ce qui est dit généralement dans les livres qui sont publiés sur toutes ces questions-là. Et que personnellement, je ne sais pas ce que c'est que la pénibilité dans mes métiers, et dire qu'un métier est pénible, c'est insulter les gens. C'est insulter les gens en disant « écoute mon gars, tu fais ça parce que tu ne peux pas faire autre chose ». Permettez-moi de considérer nos salariés autrement que ça et penser qu'il y a des gens qui sont très très bien, évidemment, dans l'entreprise. Moi, je suis 4e génération donc, sur ces métiers de la viande. Votre compagnon, lui, l'a été également dans ces métiers-là. J'ai l'impression que le travail est de mieux en mieux fait. Ça fait... on mange aussi de mieux en mieux, on en a parlé un petit peu ce matin.
Je trouve que tout ça est en train de nettement s'améliorer. Ce que vous nous proposez, là, généralement, sans contradicteur, généralement, c'est un monde qui me semble triste, un monde en plus très fermé. Voilà, on n'est pas là non plus que pour mourir. Et ici, la Bretagne, aujourd'hui, je trouve, avec cette contradiction, montre son humanisme, sa solidarité. Voilà, enfin des choses, moi, que je trouve très belles aujourd'hui dans cette organisation Ouest France. Merci. Merci de cette intervention. Je crois qu'on a une question du côté des étudiants. D'abord des étudiants. Excusez-moi, vous aurez le micro effectivement après. Je rappelle que les étudiants sont issus de Unilassal, de Rennes School of Business bien sûr, d'Agrocampus. Et il y a également des étudiants du lycée Latouche de Plohermel. Voilà, monsieur, on vous entend, on vous voit. Bonjour. Mettez-vous debout. Bonjour. Ah, vous me voyez bien, non, c'est bon. Ah, vous êtes debout. Ah, vous n'êtes pas très grand alors. Voilà. Non, voilà. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réaction. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants d'agro, enfin en agro. D'ailleurs, ma sœur a fait le déplacement, c'est cool. Moi, je suis un étudiant en école de commerce et j'ai aussi une formation en beaux-arts. Donc, je suis venu ici vraiment en curieux. Et en fait, ça m'a impressionné de voir qu'il n'y avait pas d'échange en fait dans cet échange, si vous l'appelez comme ça. Il n'y avait pas d'échange et c'était très frustrant pour, je pense, une génération qui veut des choses, enfin qui veut entendre voilà, des pistes de développement. Et moi, je vous ai vu sur TMC, Madame Gauthier. Et d'ailleurs, merci d'être venue. Et jeudi dernier, oui. Oui. Merci déjà d'être venu là parce que je pense que ça doit être très compliqué déjà de défendre quelque chose qui est mal compris. Enfin, on l'a vu, on parlait des animaux de compagnie. Enfin, c'est pas vite parti en couille. Et non, mais enfin, c'est pas de langue de bois parce qu'on sent que ça tourne autour du pot depuis ce matin. Ce matin, je parlais des insectes. Tout de suite, ça a dérivé. Non, enfin, moi, ça me choque que là, on arrive à un moment où on sait que l'élevage doit être remis en question. Moi, je comprends qu'il y ait un amour. Moi, je viens de Perpignan. C'est une grande terre. Enfin, voilà, l'agriculture, c'est important. Il y a de l'amour, etc. Mais c'est pas une raison pour pas remettre en question un mode de fonctionnement. Et donc, du coup, je veux dire, soyez plus à l'écoute les uns des autres et surtout, travaillez en intelligence plutôt que de vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, vraiment. Enfin, moi, je vous le dis de la part d'une génération. J'espère que les gens sont d'accord avec moi. Enfin, non. Très bien, on échangera à ce moment-là. Moi, si vous n'êtes pas d'accord, voilà. Dites-moi pourquoi. Écoutez, on va vous laisser parce que... non, mais honnêtement, on a tous la vingtaine. Je pense que c'est important qu'on communique plutôt qu'on se mette des bâtons dans les roues, c'est tout. Voilà, on n'est pas d'accord, demandons pourquoi, c'est tout. Voilà. Très bien. Ça. Merci de votre intervention. C'est courageux de votre part. Brigitte Gauthier. Ah oui. On peut répondre ? Bien, oui. Bien sûr. Moi, je suis aussi très preneuse d'échanges, et L214 de façon générale aussi. Ça, c'est clair et net. Comme dit ce jeune homme qui l'a très bien dit, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est une minorité de personnes qui se déclarent véganes ou végétariennes. Mais je crois que la majorité des gens, et même la majorité des gens dans cette salle, j'y crois profondément, déjà aiment les animaux, c'est-à-dire les considèrent comme des êtres doués de sensibilité. Et il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, on sait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, on le sait depuis longtemps. Bon, maintenant, il y a des études en éthologie, en sciences cognitives, qui nous montrent à quel point ils sont encore beaucoup plus que ce qu'on imaginait jusqu'ici. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des conséquences de l'élevage, de supprimer l'élevage sur le monde, etc. Aujourd'hui, ici, on n'est pas en situation de survie. Et au contraire, on a une emprise sur les autres régions du monde. S'il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim, c'est aussi un problème de répartition des ressources. On a suffisamment sur cette planète pour nourrir tout le monde. C'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait encore des gens qui meurent de faim. On a des réfugiés aujourd'hui sur ces questions-là qui arrivent. L'aquaculture, c'est absolument pas une solution puisqu'on va nourrir les poissons d'élevage avec d'autres poissons qu'on aura pêchés dans les mers, etc. Ou avec des insectes. L'emploi, on va continuer de manger. C'est pas parce qu'on va diminuer, voire supprimer notre consommation de viande qu'on ne va plus manger. Donc il faut réinventer effectivement des choses. Alors moi, la viande in vitro, comme vous, je suis assez réservée sur ces trucs-là. Je vois ça, on a suffisamment d'innovation,
dans l'alimentation végane une gastronomie qui se développe, qui est bonne, conviviale. On n'arrête pas de manger parce qu'on arrête de manger les animaux. Donc voilà. Enfin, et la réalité de l'élevage, vous nous parlez d'élevage bovin. On l'a rappelé tout à l'heure. La réalité de l'élevage, c'est plutôt les volailles. Aujourd'hui, c'est 800 millions de volailles qui sont tuées chaque année en France. Et voilà. Et les bovins, c'est 5 millions. Oui, mais pour revenir sur le... Non, on va prendre la dernière question parce qu'autrement on va prendre trop de retard. On a déjà 5 ou 10 minutes de retard. Je vais commencer juste par une remarque. À aucun des intervenants on a demandé comment est-ce qu'ils étaient financés. Je trouvais ça juste un petit peu déplacé en fait. Excusez-moi. Sinon, moi, je suis l'INRA, on sait comment c'est financé. Quant à monsieur qui vit de sa exploitation laitière, j'ai touché 11 euros YouTube. Je pense qu'on sait aussi comment il est financé. Maintenant, moi, je suis éleveur. Je me pose juste la question de savoir à quel moment va commencer l'éducation auprès des gens. On est dans une génération, la mienne y compris, qui n'avons pas ou peu connu l'abattage à la ferme, qui mangeons de la viande sans savoir d'où elle provient, sans savoir comment elle est tuée. Personnellement, j'abats, moi je suis éleveur de chèvres, je fais du chevreau-viande, voilà, que je vends en direct. Donc je passe par l'abattoir pour une certaine partie et j'en suis pas toujours très content parce qu'il y a aussi des dérives dans l'abattoir. On a beau dire qu'on boucle les animaux aujourd'hui, je peux vous garantir que, je suis pas le seul, j'ai aussi récupéré des animaux qui n'étaient pas les miens. Voilà, donc la traçabilité, on peut encore se poser des questions par rapport au bouclage. Sinon, au-delà de ça, moi, mes enfants mangent des animaux de la ferme. Par contre, c'est en âme et conscience, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, ils les connaissent tous, ils font les naissances avec moi, donc toutes les Miss Bay sont là, ils les voient grandir, et à un moment donné, je leur dis, celui-là ou celle-là, on va la manger. Et ils font l'abattage avec moi, on découpe la viande, on enlève la peau, on tanne la peau, voilà, on récupère tous les produits de l'animal. Mes enfants le font en le sachant. J'ai d'autres enfants qui viennent à la ferme et qui savent ça. Quand je leur explique ce que c'est l'abattage, certains m'ont dit, moi je ne mangerai plus de viande. Mais là, c'est un choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'éduque pas les gens et on ne leur explique pas. La réaction de L214, je ne suis pas pour L214, hein. La réaction et les réactions publiques aujourd'hui sont dues aussi au fait des excès qu'on a pu mettre en place dans l'industrie depuis les années 50. On a complètement dissocié les gens de leur culture, c'est-à-dire qui était celle de la terre, celle de l'abattage, de la transformation de produits, de la réalité. Aujourd'hui, on leur donne un produit, ils n'y connaissent rien. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure avec un monsieur de Even et je lui ai expliqué ça en fait. Il y a une énorme distorsion. Il va bien falloir que vous compreniez ça, c'est que plus on va aller dans le sens de l'augmentation des volumes et de l'industrialisation, plus il y aura un grand écart avec la population et plus L214 et d'autres associations vont prendre le dessus. Il va falloir reconnecter les gens. On a beau parler de connexion Internet, puis là, on est loin de ça, hein, je vous promets. Hein. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe en agriculture. Merci. Et si vous voulez avoir des choses à montrer, alors là, je vais je vais pas ramer dans mon sens, mais presque dans le vôtre. Si vous voulez pouvoir montrer des choses qui sont supportables par les gens, il va falloir que la plupart des gens consomment moins de produits d'origine animale, bien moins, pour avoir des conditions d'élevage qui soient montrables au grand public. Le grand public ne veut pas voir des poules pondeuses élevées en cage, ne veut pas voir des lapins élevés dans des cages, ne veut pas voir des cochons élevés sur caillebotis. Donc voilà, enfin on a vraiment... Il y a la question de la société de demain, est-ce que oui ou non elle exploite les animaux, ce qui est la question que nous on pose, la légitimité de faire tuer les animaux, 3 millions dans les abattoirs aujourd'hui et des dizaines de millions de poissons. Et il y a l'autre question de aujourd'hui, qu'est-ce que les... Enfin, comment pensent les gens, quoi. Ok, une dernière intervention de Christiane Lambert et ensuite on passera à la suite des débats. Christiane Lambert, on vous écoute très rapidement par contre. C'est très difficile de vous entendre dire que vous êtes pour le dialogue et de garder les pratiques quasi militantes et terroristes que vous adoptez en rentrant dans les élevages la nuit. Si vous êtes pour le dialogue, venez pas la nuit, venez le jour, ouvrez. Et lorsque vous dites on est pour le dialogue, mais voilà ce que vous devez penser, il faut que vous pensiez que, il faut que vous pensiez que, vous pensez que. Non, on a le droit de penser différemment de vous, on doit pouvoir se le dire. Mais ce n'est pas avec les pratiques que vous développez, avec beaucoup d'argent. Quand on a autant d'argent, on doit pouvoir travailler autrement. Ces vidéos de trash que vous recherchez, ces plateaux télé où vous allez tout seul, sans contradiction, c'est inacceptable. C'est ça qui n'est pas acceptable. On ne peut pas dire je suis pour le dialogue, mais je vais chez toi la nuit. Non ? Alors là, il y a peut-être aussi, je ne prends pas la défense L214, mais il y a peut-être aussi un problème du côté des médias.
qui, de temps en temps, ne font pas tout à fait leur travail le plus honnêtement du monde. C'était Et une il y a aussi parenthèse plein de et je vous plateaux. remercie. Il y a aussi plein de plateaux où il y a seulement des représentants du monde agricole qui sont présents et qui déroulent aussi, quoi. Et au niveau des moyens, enfin, il suffit de regarder les écrans publicitaires. On va pas relancer le. C'est pas les on va pas associations de relancer défense le- animale qui monopolisent les écrans publicitaires. Moi, quand je passe à la télé, comme vous dites, entre deux interventions que j'ai, il y a 2 pages de pub. Les pages de pub, c'est pour faire consommer des produits d'origine animale. C'est des moyens vraiment de proportions différentes. Nous, on est vraiment un petit moustique. Voilà, mais c'est vrai que quand il y a un moustique dans la chambre, une table ronde. Je suis désolé, mais je suis obligé. Non, je suis obligé. Non, je suis. Pourquoi est-ce que l'association s'attaque aux éleveurs? Elle dénonce une communication outrageante, sans doute, de certains lobbies agroalimentaires qui ont des soutiens financiers extrêmement importants. Peut-être qu'on peut en parler sur la communication, l'éducation, la pédagogie. Mais les éleveurs, ceux qui habitent, ceux qui travaillent, Oui. vous les mettez plus bactères avec des moyens qui sont parfaitement anormaux. Et dévoyés. Stop. Donc, je suis Non, désolé, on arrête. votre dialogue dogmatique ne peut pas être entendu par la Je vous propose, monsieur, je vous propose de continuer si vous voulez, discuter avec. Merci en tout cas d'avoir participé et d'être venu ici à Rennes pour nous donner le point de vue de L214. Merci beaucoup à vous, et ce débat tripartite, je pense qu'il devrait se refaire Se poursuivre régulièrement, et effectivement les échanges devraient continuer. Bravo pour effectivement, l'initiative. entre des mondes qui ne se connaissent pas forcément très bien. Merci Antoine Thibault, AgriSkippy. On vous retrouve sur YouTube. Brigitte Gauthier, L214. Jean-Louis Perrault, désolé, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais en tout cas ce que vous avez dit était très instructif et très riche. Merci de votre participation. On peut encore vous applaudir. Merci. Voilà, je vous invite à rejoindre votre siège. Et on va passer au CNA, le Conseil national de l'alimentation. CNA, c'est un peu le parlement de l'alimentation, puisque justement, le CNA vient de mettre en place, Patrice, une commission abattage, ou plus précisément, un comité national d'éthique des abattoirs. Et j'appelle donc Karine Boquet. Je n'ai même pas besoin de l'appeler, puisqu'elle est déjà là. Bonjour, Madame Boquet, vous êtes secrétaire interministérielle du CNA. Et alors, vous allez nous présenter juste en quelques PowerPoint ce qu'est cette commission et pourquoi vous avez créé finalement cette commission sur les abattoirs. Donc un grand merci de m'avoir invité pour vous parler du Comité national d'éthique des abattoirs qui a déjà démarré ses réflexions en mars-avril dernier et qui va lancer sa première réunion dans 10 jours. Donc c'est l'occasion du coup de l'annoncer. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce matin, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits sur la notion de dialogue entre les acteurs, d'espace d'échange. Et en fait, le Conseil national de l'alimentation, qui s'appelle aussi le Parlement de l'alimentation, c'est un espace très original en France qui réunit les différentes parties prenantes, les représentants de la société civile, les professionnels, les représentants de l'État, les collectivités, les ministères, et puis également les scientifiques pour échanger justement sur des sujets qui ne sont pas toujours consensuels, qui sont parfois très sensibles, comme ça va être le cas sur l'éthique des abattoirs. Et donc, alors j'avais préparé quelques petits supports pour vous indiquer un petit peu le contexte. Donc pour vous indiquer que suite à l'enquête parlementaire qui a été mise en place sous la direction de M. Falorni, une proposition de loi donc est en cours. Hein. Pour l'instant, elle est dans les tuyaux au niveau pour un passage au Sénat. Mais en tout cas, parmi les dispositions qui ont été proposées à l'issue de cette enquête, eh bien, il y avait la mise en place du Comité national d'éthique des abattoirs. Et sans attendre la sortie potentielle de la loi, eh bien, c'est la mise en place qui a été décidée par le ministère de l'Agriculture. Donc c'était M. Stéphane Le Foll qui a demandé la mise en place. Et donc ça continue aujourd'hui avec un espace d'échange. Et ça, je crois que c'est très important de pouvoir réunir les différentes parties prenantes où chacun peut exprimer d'un côté les attentes sociétales, de l'autre les contraintes professionnelles pour essayer de faire émerger des solutions consensuelles et un vrai consensus, pas un consensus mou, des vraies solutions innovantes. Donc là, vous avez la composition dans la diapo qui suit. Alors on va passer à la diapo. Normalement, vous devez avoir une petite zapette si vous voulez. Je vais vous la donner, comme ça c'est vous qui piloterez vous-même vos propres présentations.
Voilà, donc ça vous dresse un petit peu la composition. Donc on a des représentants de la société civile, donc ce sont des associations de consommateurs, des associations de protection animale. On a des représentants de la profession vétérinaire, je suis moi-même vétérinaire, inspecteur en santé publique. Il y a des représentants des institutions, de l'État, des salariés, donc les syndicats, et puis également les professionnels. Alors c'est très large, hein, c'est de la fourche à la fourchette, donc c'est aussi bien les représentants des éleveurs, mais aussi des transformateurs, des distributeurs, des abattoirs également aussi. Et donc on va échanger sur ce sujet particulier qu'est l'éthique. Donc la définition de l'éthique, les valeurs que l'on peut associer à cette notion d'éthique dans les abattoirs avec une approche très large, c'est-à-dire c'est l'éthique en général qui va comprendre la question de la bientraitance animale, mais aussi le bien-être des salariés. Et qui va donc démarrer en septembre prochain et qui va rendre un avis, vous voyez, en 2019. Donc ça peut vous paraître très long, mais en fait, lorsqu'on est sur des sujets comme ça qui ne sont pas simples à traiter et qu'on a des regards croisés qui sont quand même assez différents, il faut pouvoir d'abord mettre tout le monde au même niveau d'information, bien comprendre ce que c'est qu'un abattoir, bien comprendre le process qui s'y passe, bien comprendre les problématiques sous tous les angles, économiques, juridiques, techniques, scientifiques, de la question de la conscience animale, du bien-être animal. Donc il faut prendre ce temps-là pour ensuite vraiment être dans un climat de confiance et pouvoir se dire les choses et pouvoir faire émerger des solutions. Alors les solutions, ça va surtout être de rendre un avis en fait, sur les évolutions potentielles de la législation et de la réglementation qui s'appliquent dans les abattoirs. Voilà, et si vous voulez plus d'informations, vous avez notre site internet du CNA, vous avez également un compte Twitter qui vous permet de suivre notre actualité. Et en ce moment, on est beaucoup sur les états généraux de l'alimentation, mais on est sur plein de sujets, l'alimentation favorable à la santé et l'information des consommateurs avec l'émergence du commerce par Internet. Voilà, merci. Merci en tout cas de cette rapide présentation. Juste une question. Oui, une question. Est-ce qu'il y a ce type de comité éthique dans d'autres pays européens ? Alors, à notre connaissance, alors, ce qui va être intéressant au cours des travaux, c'est que nous avons prévu une étude benchmarking, entre guillemets, pour voir ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne par rapport à ces questions d'éthique des abattoirs. Donc, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas de réponse à votre question, mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant de voir comment, par rapport à une même problématique, les différents pays ont pu apporter des réponses. Et on va donc échanger, et on a notamment un lien, en tout cas, on a prévu d'associer les représentants de la Commission européenne. Merci Karine Boquet, merci beaucoup. Vous êtes responsable du CNA. Voilà, on va continuer sur l'élevage et le bien-être animal, un enjeu européen. Vous le savez, les consommateurs exigent bien sûr une viande de qualité, mais également exigent aujourd'hui des garanties sur les conditions d'élevage. Alors, quelles sont les réponses que peut apporter la filière? Pour en parler, j'appelle Christine Roguet, agroéconomiste à l'Institut du Porc. Bienvenue, madame. Marcel Deniol, président du SPACE et éleveur également, laitier, à côté de Rennes. Et puis Randy Domino, il est area manager chez Breeders, une société au Danemark. Bienvenue, madame. Et pour vous interroger donc pendant une bonne demi-heure, Patrice Moyon. Je disais tout à l'heure, le bien-être animal, on est passé d'un signal faible à un signal fort. En tout cas, c'est vrai en France. On va essayer de regarder si la même chose se produit aujourd'hui en Europe. Alors, moi, je me tourne vers vous, Christine Roguet. Vous avez travaillé sur un projet qui s'appelle Accept, justement pour essayer d'analyser ce qui était en jeu aujourd'hui autour du bien-être animal, non seulement en France, mais aussi en Europe. C'est bien ça ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, depuis 5 ans maintenant, je coordonne des travaux de recherche sur ces débats de société, ces controverses autour de l'élevage. Et ces travaux interdisciplinaires associent de nombreux partenaires, dont je me fais ici le porte-parole, parmi lesquels 3 équipes de sociologues, les 3 instituts de filière animale et 2 chambres d'agriculture pour une approche locale. Et pour disposer en fait des moyens méthodologiques et financiers nécessaires au traitement de cette question complexe, nous avons lancé en 2014 2 programmes. D'une part, nous finançons, les 3 instituts cofinancent une thèse en sociologie
pour comprendre les déterminants sociaux de ces controverses et mobilisations autour de l'élevage. Et d'autre part, nous réalisons donc ce projet Accept, qui est financé par le CASDAR et qui a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de recenser et analyser quels sont les sujets de débat en France et aussi dans 5 autres pays européens, pour comparaison. D'autre part, de voir à quel point et comment ces sujets pénètrent la société française et saisir la diversité des attentes de société envers l'élevage. Et enfin, d'identifier les mécanismes sociaux à l'œuvre dans ces controverses. Parce qu'en fait, l'objectif appliqué de ce projet, qui est au service des filières animales, c'est de permettre d'apporter en fait une meilleure connaissance du sens de ces remises en cause, c'est-à-dire ce qu'elles disent de la société et à quelles évolutions elles pourraient conduire pour permettre aux filières, les aider à adopter les postures et les stratégies les mieux adaptées. Alors, on voit qu'il y a parfois un décalage entre l'impact médiatique et la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du comportement des consommateurs et de leurs attentes, notamment par exemple sur les abolitionnistes? Ils sont combien ou quel pourcentage aujourd'hui? Est-ce qu'on sait un peu plus finement ce que les Français aujourd'hui attendent de l'élevage? Alors, dans le cadre de ce projet Accept, nous avons mené à la fois des approches qualitatives par entretien. Nous avons fait une 40aine d'entretiens auprès de parties prenantes à ces débats en France, associations, monde agricole, etc. Une 30aine d'entretiens dans les autres pays européens. Et d'autre part, nous avons réalisé l'année dernière, en partenariat avec IFOP, un sondage d'opinion auprès de 2000 citoyens représentatifs de la population française. Et en fait, ce qu'on observe, d'après ce sondage, c'est qu'un Français sur 2 se dit pas satisfait du respect de l'environnement par l'élevage, et ils sont 59% à ne pas être satisfaits des conditions de vie dans les élevages. Première chose. La première attente, quand on leur demande quelles sont les actions prioritaires qu'il faudrait mener sur l'élevage, la première attente, et de loin, c'est que les animaux, tous les animaux, aient accès à l'air libre. Des courettes pour les porcs, du pâturage. Et ça, c'est un constat, et ce n'est pas la seule étude qui montre ça, c'est une attente très très forte des citoyens. Et d'ailleurs, 96% des citoyens sont favorables à un étiquetage des produits selon ce mode d'élevage, notamment distinguant les animaux qui ont accès à l'air libre. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est qu'en termes de consommation, on voit que la consommation baisse en tendance et le sondage montre que ça pourrait être une tendance lourde dans le sens où si 98,5% des personnes enquêtées déclarent consommer de la viande, donc d'après notre sondage, ceux qui sont végétariens, et on avait défini ce qu'était un végétarien, c'est quelqu'un qui ne consomme pas de viande, et on en a 1,5% d'après ce sondage. Donc si 98,5% consomment de la viande, on avait un tiers des personnes enquêtées qui déclaraient envisager de réduire leur consommation, voire de l'arrêter, avec des taux qui étaient beaucoup plus importants chez les moins de 25 ans. Et pour répondre à votre question, en fait, ce sondage devait nous permettre aussi d'identifier les différentes visions de l'élevage dans la société française. Parce que, en fait, ces controverses autour de l'élevage, ces remises en cause, traduisent en fait des désaccords autour de ce que doit être l'élevage donc, au sein de la société française. Et en fait, par des analyses statistiques poussées, on a pu identifier 4 grandes visions de l'élevage dans la société française. Les premiers, ceux que nous avons appelés les abolitionnistes, représentent un peu moins de 2% de la population. Ce sont des personnes qui veulent la fin de l'élevage et de la consommation des produits animaux. Ce sont eux-mêmes des personnes qui ne consomment pas ou très très peu de produits animaux. Et dans cet échantillon, on retrouve plus de 80% de femmes et surtout des jeunes. Deuxième profil, c'est les alternatifs, un quart de la population française. Ça, c'est des gens qui veulent la fin de l'élevage conventionnel, intensif, au profit de modes d'élevage alternatifs, bio, etc. Ce sont d'ailleurs des consommateurs de bio, déjà, amateurs de circuits courts. Et là aussi, on retrouve une majorité de femmes et plutôt des jeunes. Le troisième profil, ça c'est vraiment le cœur et ça doit être nos cibles pour les de travail pour les filières animales. C'est ceux que nous avons appelés les progressistes. C'est des gens qui ne sont pas opposés au modèle d'élevage conventionnel tel qu'il existe aujourd'hui, mais qui attendent des évolutions qu'ils évoquent sur un certain nombre de pratiques qui sont contestées. Et ça représente la moitié de la société française et ça doit être notre cible. C'est surtout à ces gens-là qu'on doit répondre parce que les autres, ont choisi un peu leur camp alternatif.
Et le quatrième vision dans la société, qui existe quand même, 10% de la population française peut se classer dans un profil que nous avons appelé compétitif. Ce sont des gens qui sont très satisfaits de l'élevage tel qu'il est aujourd'hui, intensif, on va dire, parce qu'ils lui reconnaissent la capacité de produire à des coûts accessibles à tous, d'exporter, d'être compétitif. Et dans ce dernier profil, on trouve plus d'hommes et des gens généralement qui connaissent un peu mieux l'élevage. Christine Roguet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? Parce qu'on voit que c'est une tendance, enfin la tendance est à peu près la même partout, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de pays européens qui répondent déjà aux attentes des consommateurs? Je pense notamment à ce qui s'est passé. On voit que tous les ans maintenant en Allemagne, au moment du grand salon de l'agriculture fin janvier à Berlin, qu'il y a une grande manifestation contre l'élevage. Comment est-ce que les Allemands, comment est-ce que les filières allemandes répondent à ces attentes des consommateurs, par exemple? Alors c'est vrai qu'on voulait savoir, est-ce que c'est des débats franco-français, comment on se situe par rapport aux autres pays. Et donc nous nous sommes intéressés à 5 pays, mais des gros pays agricoles. On ne s'est pas intéressé à la Norvège, la Suède. Au nord, on a étudié l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas. Au sud, l'Espagne et l'Italie. Alors, première chose, on constate une perméabilité des sujets entre pays, c'est-à-dire que les sujets qu'on a dit, bien-être, environnement, impact sur la santé, etc., se retrouvent dans les différents pays, mais il y a quand même un gradient de préoccupation avec des débats beaucoup plus vifs dans le Nord, et je vais répondre à votre question, qu'au Sud. Et il y a quelques années de ça, on disait que la France était dans une position intermédiaire, mais vu la flambée des débats ces toutes dernières années, avec le statut, le code civil en 2014, le parti animaliste et toutes ces manifestations qu'on voit en France, on est en train de rattraper ces pays du Nord. Alors en Allemagne, c'est très symptomatique parce que c'est un pays qui a connu une croissance débridée de ses productions agricoles, plus 30% en porc, plus 80% en volaille entre 2000 et 2010. Et patatras, en 2010, ce qui s'est passé, c'est que les socialistes, les Verts, ont fait de cette question de l'élevage intensif leur cheval de bataille. Ils ont remporté de nombreuses élections dans les Länder, parce que l'Allemagne, c'est un pays fédéral. Et les évolutions réglementaires et l'opposition de la société ont conduit à un blocage brutal, on le voit sur les courbes, du développement des productions animales, et donc à différentes initiatives. Je ne sais pas si c'est maintenant que vous voulez que je les évoque. Randy Domino, vous venez du Danemark, vous travaillez pour la société Breeders, qui est une société de génétique. Est-ce que, première question, est-ce qu'il y a cette même tension aujourd'hui au Danemark sur cette question du bien-être animal? Il y a beaucoup de questions sur l'arrêt de la castration en 2018, qui pose énormément de questions aux éleveurs. Et j'avais préparé une présentation, je ne sais pas si c'est possible, juste... Voilà, pour comprendre pourquoi le Danemark est tellement branché, on va dire bien-être, c'est parce qu'au Danemark, si on prend en chiffre, il y a une seule génétique, la génétique d'Anaul. Il y a 1 million de truies et en gros 32 millions de porcelets. 35%, ça a disparu, voilà. 35% de la production porcelet est déjà exportée en tant que porcelet. Et sur les animaux qui restent au Danemark, qui sont abattus au Danemark, il y a 90% de toute cette viande-là qui est exportée. C'est exporté vers les pays asiatiques, c'est exporté en Allemagne et c'est exporté en Angleterre. Et donc pour exporter en Angleterre, il y a déjà des critères bien-être. On appelle ça ça m'échappe le nom, mais d'avoir le droit de vendre des cochons en Angleterre. On a des exigences au niveau des cases, au niveau la place pour chaque cochon, on va dire. Et du coup, l'éleveur est payé plus pour les cochons qui partent là-bas. Par contre, il y a des exigences. Et la production de mâles entiers est quasiment inexistante au Danemark parce que ces pays où on exporte n'en veulent pas. Et pour plusieurs raisons. J'arrive pas bien à le dire, immunocastration et pas du tout une réponse à la question pour les Danois parce que nos clients ne veulent pas. Ils ne veulent pas manger des hormones. Ça, c'est le public qui dit ça. Après, il y a plusieurs choses qui ont été recherchées pour savoir comment on peut faire quand on arrête la castration. Et en fait, il y a confusion parce que ça ne devient pas interdit de castrer, mais c'est un accord d'intention parmi des pays européens, dont le Danemark et la France. Et c'est une intention de dire on va arrêter de castrer sans anesthésie. C'est pas on arrête au 2018 et c'est fini, on castre plus.
Et donc, pour trouver des solutions pour continuer à vendre, il faut avoir on se pose les mêmes questions au Danemark que dans tous les autres pays. C'est l'aliment, c'est la génétique, c'est l'anesthésie locale. Et là, il y a encore un autre souci parce que c'est que les vétérinaires qui peuvent anesthésier. Et c'est pareil au Danemark comme en France. Et au Danemark, la semaine dernière, le gouvernement a demandé à ce qu'on fasse une loi qui permet à un éleveur d'anesthésier lui-même ses porcelets. Parce que si on produit 32 millions de porcelets par an, on va partir du principe qu'à peu près la moitié, c'est des mâles. Et donc, il n'y a pas assez de vétérinaires pour aller endormir à tous ces petits porcelets. Ce n'est pas leur boulot. Et donc, les Danois souhaitent faire un peu comme les Suédois, qui ont accepté, avec une mini-formation de 4-5 heures, l'éleveur peut lui-même anesthésier ses animaux et traiter des douleurs comme ça. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous aurez bientôt un label bien-être ? Est-ce que ça correspond aujourd'hui à une demande ? Est-ce que, par exemple, le consommateur danois serait prêt à payer plus cher avec une garantie Ça, c'est la question qui tue parce que énormément de Danois, ils ne sont même pas au courant qu'aujourd'hui, on castre les porcelets et encore moins au courant qu'on le fasse sans anesthésie. Donc ça, c'est une question différente. Mais il n'y a pas une volonté de payer plus cher. Les Danois partent du principe qu'un éleveur, forcément, il traite ses animaux avec respect et il les traite bien. Et on n'a pas à lui payer plus pour le faire. Vous avez suivi la table ronde précédente. Est-ce qu'il y a des ONG qui ont des stratégies de communication comme celles qui ont été abordées tout à l'heure ? Il y a une association qu'on peut appeler les défenseurs des animaux aussi au Danemark, mais ce n'est pas du tout aussi agressif qu'en France. Là, tout à l'heure, j'étais assise, je finis par culpabiliser parce que je vends des cochons, quoi. C'est quand même pas normal. Les défenseurs des animaux au Danemark, ils sont faits, si on peut aller, je crois que c'est là, je ne sais pas si on peut avancer. Non, bon, on va le faire à la fin. Voilà, ça c'est ce qu'on voit au Danemark. On ne peut pas appeler ça très agressif. Et en même temps, c'est une association qui a réussi à lever des millions de couronnes pour faire une campagne contre les animaux en cage. Et donc, le texte, je pense que vous ne parlez pas tous bien les Danois, mais là, c'est marqué « si seulement les cochons étaient des poules ». Donc, ça voudrait dire que si c'était des poules, mais on serait obligé de les traiter en disant que les consommateurs ne veulent pas des œufs de poules en cage. Et donc, si on faisait la même chose pour les cochons, mais on serait obligé de les sortir dans les prés aussi. Maintenant, il faut savoir que les éleveurs danois, ils ont fait une contre-attaque, on va dire. Le Danemark est tout petit, il n'y a que 6 millions d'habitants. Donc c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages. Et des éleveurs de porc, il y a 4000 producteurs de porc au Danemark, ils se sont mis ensemble et ils ont fait un crowdfunding. Donc ils ont fait un levée de fonds pour faire campagne, pour expliquer comment ils élèvent leurs animaux et à quel point ils respectent aussi les animaux. Donc c'est... Est-ce qu'il y a des polémiques autour des conditions dans lesquelles les animaux sont abattus ? Est-ce qu'il y a une réflexion comme celle qui est conduite au CNA sur l'éthique dans les abattoirs ? Je dois avouer que j'ai vécu 30 ans en France et j'ai retourné au Danemark depuis le mois de janvier, mais je lis quand même la presse. Et il n'y a jamais j'ai eu des images comme on a vu ici. Jamais. Jamais ? Non. Est-ce que aujourd'hui, vous l'avez mentionné tout à l'heure, un peu plus de 30%, c'est ça, des porcelets sont exportés en Allemagne. 35%, oui. On a vu qu'il y avait eu un bras de fer finalement économique entre l'Allemagne et le Danemark, qui fait qu'il y a une sorte de répartition des territoires, donc des porcelets qui naissent au Danemark et qui sont ensuite engraissés, qui naissent au Danemark et qui sont engraissés en Allemagne. Est-ce que ça ne pose pas des questions de bien-être, justement, ces transports Le transport. Je suis dans le transport des animaux aussi, et je sais que dans le transport des animaux, il y a énormément de règles à respecter, et on a intérêt de respecter toutes ces règles à la lettre. Et on n'a pas le droit de transporter des animaux au-delà de 24 heures, par exemple, pour faire venir des animaux du Danemark pour venir en France. Et pareil, au Danemark, il y a des règles strictes pendant le transport, et c'est respecté. Merci, Randy Domino. Marcel Doniol, vous êtes producteur de lait dans un GAEC, vous êtes aussi président du SPACE. Comment est-ce que demain, vous allez commencer à accueillir des éleveurs, des responsables professionnels qui viennent du monde entier ?
Comment est-ce que d'abord vous percevez cette question du bien-être animal quand on est président du SPACE, et aussi vous, en tant que producteur de lait, comment est-ce que vous analysez cette question? Alors, d'abord, je pense être plus que producteur de lait, je suis éleveur laitier. Je pense que je tiens à faire la distinguo, parce que je crois que c'est beaucoup plus vaste et plus noble comme activité. Bon, ça, c'est un petit point. Le deuxième, je crois qu'il y a une époque, quand on entendait ce qui se passait dans le nord de l'Europe, je dirais, pour paraphraser une phrase, elle disait « Ils sont fous, ces nordistes ». Pour dire plutôt qu'ils étaient fous, ils sont fous, ces Romains. Je crois que c'était un peu cette question-là. On se disait ça se passe loin de chez nous. Et en fait, je crois que le fait européen, quand on se pose la question de ce qu'est l'Europe, on voit bien qu'il y a cette diffusion, ce qu'évoquait Christine Roguet, c'est arrivé chez nous. Et donc ces questions-là, elles se posent. Et elles se posent, alors, toute filière. Alors, je crois que le séisme, on peut parler du séisme qui se passe dans la filière œuf, interpelle, je dirais, tous les éleveurs dans les filières, quelle que soit leur filière. Tant que ce soit porc, lait, enfin, voilà. Puis je vois aussi le collègue lapin, voit bien ces questions-là. D'ailleurs, justement, sur le terme lapin, je crois qu'il va falloir aussi peut-être changer une formule, parce qu'il fut une époque où on parlait des cages à lapins, que c'était très péjoratif pour les gens qui y habitaient. Je crois que vu l'évolution qu'on est en train de leur prévoir, il faudra peut-être revoir en termes d'urbanisme ce qu'est une cage à lapins. Mais je crois que, enfin ça, je crois que c'est une interrogation, et on voit bien que et je vois bien un certain nombre de collègues éleveurs de porc en ce moment qui s'interrogent en se disant je vais avoir des investissements à faire, parce que c'est des bâtiments qui évoluent assez vite. Et donc la question qui se pose, c'est de dire que la question bien-être, ils voient bien qu'elle est devant eux, et ils se demandent mais quelle solution prendre, quel choix faire. Et je crois que le travail, donc c'est un travail qui doit être engagé au niveau recherche, donc l'IFIP, les chambres d'agriculture, et peut-être d'autres, et peut-être aussi un dialogue avec un certain nombre, je dirais, d'associations avec lesquelles on peut travailler pour voir quel choix faire, mais en même temps, ne pas venir nous dire quelques années ensuite, après, ah ben c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et on remet tout à zéro. Je crois que là, ce travail-là est important, et je pense qu'il y a une certaine attente. Ça, je crois que c'est un premier élément. Le deuxième, c'est en termes d'image. Je pense qu'il va falloir aussi, nous éleveurs, on est sans doute victime aussi d'un allongement de la distance entre l'acte de production et ce qui arrive dans les assiettes des consommateurs. Je m'explique. Dans l'alimentation, est-ce que par moment on parle de l'acte de production? Je cherche quelquefois où est-ce qu'on voit, quand est-ce qu'on cite l'acte de production? Et je crois que ça, pour moi, je considère que c'est un élément important. On parle de raccourcir, on parle de circuit court, et on parle souvent de circuit court, je dirais, géographique, mais je crois qu'on mérite aussi à rapprocher ces éléments-là. Et je pense que c'est un élément important, et donc, je dirais, qui permettent l'échange, et pas toujours passer par des intermédiaires que peuvent être les distributeurs, les industriels de l'agroalimentaire. Et je crois qu'on a besoin de ces éléments-là, et je dirais d'avoir des éléments de dialogue, de discussion, à condition qu'on soit capable d'être dans le bon tempo, émetteur-récepteur, et je dirais un dialogue, et de ne pas tout remettre en cause systématiquement. Alors, et juste un point aussi. Là, comme président de Chambre d'agriculture, j'ai eu l'occasion d'animer un certain nombre de réunions laitières cet hiver. Et j'ai été surpris, impressionné des questionnements qu'un certain nombre de collègues se posent en se disant mais c'est quoi que sera notre métier demain? Il va falloir agrandir, toujours agrandir, parce que nos marges baissent, et se dire si demain il faut agrandir nos élevages, mais finalement, quel va être le sens de notre métier? Et je me dis finalement, est-ce que les questionnements qui sont actuellement ne sont pas l'occasion de revenir sur le sens de notre métier? En clair, ce que vous dites, c'est que le bien-être animal peut être une chance pour les éleveurs, c'est ça? Puisque vous avez dit, je ne suis pas d'ailleurs producteur de lait, je suis éleveur. Moi, je pense, oui. Alors, à la condition de ne pas le faire n'importe comment, et pas non plus, et de pas, je dirais, d'être conséquent dans les choix. Je crois que c'est Yves-Marie Baudet qui évoquait sur l'œuf, on dit attention, si on va dans ce type-là, ça va faire tant de plus. On ne peut pas mettre l'éleveur dans un étau, je dirais, en termes de baisse des marges individuelles et de faire plus, et après se plaindre que de l'agrandissement des élevages. Si on va sur des élevages qui évoluent par rapport, qui essayent de rester dans une dimension humaine, tous les éléments qu'on peut attendre, il faudra être conséquent dans le prix
payé à l'éleveur. Et je pense que ça peut être un des items des États généraux de l'alimentation. Christine Roguet, est-ce que le bien-être animal peut demain être un élément de différenciation économique qui permettrait de créer de la valeur pour les filières d'élevage ? Alors, ce qu'on a observé, c'est déjà par rapport à ces débats, deux choses. La première chose, dans tous les pays, et la France ne fait pas exception, face aux critiques, la première réaction, ça a été mieux communiquer, parce qu'effectivement, ces débats traduisent un manque de confiance, des incertitudes importantes, donc il faut montrer comment ce qui est fait dans les élevages. Mais partout, on a observé aussi que dans tous les pays, quand on les a interviewés, ce qu'ils constatent, c'est que cette communication ne suffit pas, qu'il faut faire évoluer certaines pratiques les plus contestées, et les systèmes d'élevage vers plus de diversité. Alors si on est d'accord que des évolutions sont nécessaires, et qu'elles sont en cours d'ailleurs, la question est de trouver les moyens de financer ces évolutions. Et là, dans les enquêtes partout, on a trouvé 3 voies. La première voie, ça va être le marché, par les consommateurs, plus vert, plus cher, par les distributeurs, le fonds allemand bien-être. Deuxième voie, par les pouvoirs publics, en réorientant les aides, notamment du deuxième pilier de la PAC, vers le bien-être animal. Le président de la région Bretagne en a parlé, c'est des choix. Et la troisième fois, ça peut être aussi par l'élevage, en améliorant des performances techniques qui permettraient de réduire les surcoûts. Alors, concernant le financement par le marché, je voulais dire que dans le nord de l'Europe, prenons le cas de l'Allemagne, en fait, il y a 2 solutions qui sont choisies. La première solution, c'est de faire financer tous les consommateurs en considérant que le bien-être animal, comme l'air qu'on respire, est un bien public. Alors, soit on augmente la TVA sur les produits animaux, je crois que ça avait été fait au Danemark, en Allemagne, c'est un serpent de mer, soit on fait comme les filières porcines et avicoles allemandes, on négocie avec succès un fonds avec la distribution. Donc en Allemagne, depuis 2015 maintenant, les distributeurs prélèvent, c'était 4 centimes d'euros par kilo de viande vendue jusqu'à présent, et là c'est passé à 6,25 centimes d'euros pour alimenter un fonds, et ce fonds permet de financer les éleveurs qui mettent en place des mesures de bien-être animal. Parce que c'est pas la peine de se demander des fois comment ils font pour eux faire des choses, et ben ils ont des financements, et là donc c'est la distribution qui a fait remonter ces quelques centimes aux éleveurs. La deuxième voie qui est explorée, en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas et au Danemark, c'est de segmenter les marchés. Autrement dit, qui veut plus, paye plus. Et là, il y a des labels qui vont être privés ou associatifs, mais il y a même maintenant au Danemark, depuis 2016, et en Allemagne, depuis 2018, un label officiel inscrit dans la loi. Donc en Allemagne, c'est Mehrtierwohl, mais depuis 2013, il y avait aussi Für mehr Tierschutz. Et ces labels, en fait, ils ont 2 points communs qui sont importants à connaître. La première chose, c'est que leurs cahiers des charges sont simples, accessibles en ligne. Simple, je veux dire que le consommateur, il ne va pas avoir besoin d'un bac plus 10 pour les comprendre. Ils sont accessibles en ligne, c'est contrôlé par un organisme certifié et ça répond à leurs attentes. Plus d'espace par animal, des cases plus grandes et pour les niveaux supérieurs, l'accès au plein air. Et la deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est de fonctionner avec des gradients matérialisé par des nombres de cœurs ou de nombres d'étoiles. Plus il y a de cœurs ou plus il y a d'étoiles, plus le bien-être est important. Et généralement, le niveau supérieur, c'est l'accès au plein air, les truies libres en maternité, etc. Et juste pour finir là-dessus, pourquoi ils ont fait ça ? En fait, il y a 2 objectifs. La première chose, c'est de répondre aux besoins, aux attentes de leurs consommateurs pour sécuriser leur marché intérieur et éventuellement exporter sur des marchés qui sont sensibles au bien-être animal. Et la deuxième chose, c'est se préparer à l'éventualité d'une obligation d'étiqueter les produits selon le mode de production, en étant force de proposition. Allemagne, Danemark, Pays-Bas auront testé un certain nombre de critères, donc force de proposition sur les critères, en étant prêt sur la logistique, la séparation des flux au niveau de l'industrie, de la distribution, etc., et prêt aussi au niveau des élevages qui auront pu investir avec soit des aides diverses dans ces modèles évolués. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est le grand soir et que demain, il n'y aura plus que des porcs élevés sur paille et en plein air. Ces labels, en gros, le 1 étoile, aujourd'hui, c'est 90% de la viande fraîche vendue aux Pays-Bas qui est Better Leven 1 étoile. C'est un petit peu de surface en plus, de la paille. Ce n'est pas le grand soir, mais c'est une première marche de franchie pour améliorer les choses. Randy Domino, vous voulez compléter ? Oui, je tiens juste à préciser que pour le label bien-être qui a été mis en route l'année dernière au Danemark, l'éleveur n'est pas payé plus cher pour ce qu'il fait. Que ce soit bien clair. Ce n'est pas de l'argent qui rentre dans sa poche. Je ne sais pas où va l'argent, mais en tout cas pas chez l'éleveur. La seule chose, c'est que si l'éleveur n'est pas payé plus cher, je ne vois absolument pas comment le système économiquement pourra durer.
Ouais, mais en fait, c'est pas la profession qui a mis ça en place non plus. C'est l'association de défenseurs des animaux qui a mis ça en place. C'est vraiment un grand débat parce que le bien-être des animaux en liberté dehors, bio et tout ce qu'on veut, pour le bien-être de chaque animal, c'est pas forcément jusqu'au bout mieux de ne pas avoir les queues coupées que quand on est en case. Voilà. Merci. Et si je pouvais juste dire que je suis européenne convaincue et je suis consciente qu'il y a des représentants de tous les pays européens qui regardent les questions au bien-être des animaux et ils font ça ensemble. Et je pense que tous les éleveurs européens, ils sont vraiment un grand défi à relever en 2018 parce qu'il faut d'abord qu'on apprenne à communiquer avec les consommateurs, qu'on leur explique ce qu'on fait, comment on le fait. Après, il faut qu'on se fasse pardonner pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et prouver qu'on va faire mieux par la suite. Je parle de castration, par exemple. Et puis après, il faut continuer à mettre la viande de cochon dans les assiettes. Donc, je trouve qu'il va falloir qu'on se mette ensemble pour bien communiquer. Randy Domino, merci. Marcel Deniol, rapidement, et puis on donne la parole à la salle. Je reviens sur ce qu'évoquait Christine Roguet. Je crois qu'il ne faut pas laisser la main à des communicants. Je pense que c'est de prouver ce qu'on fait, enfin, de dire voilà ce qu'on fait et on donne la preuve. Et de temps en temps, je pense que c'est parce qu'on ne donne pas la preuve qu'on donne, je dirais, la possibilité sur les réseaux, sur plein de rumeurs, de laisser filer. Je crois que ces éléments-là, et de faire des choses simples sans couper les cheveux en quatre. Merci. Je me tourne maintenant vers la salle. J'imagine qu'il y a des questions, des remarques peut-être. Pas de questions. Est-ce que dans l'autre auditorium, nous avons des questions? Oui. Ah. Monsieur, alors attendez. Vous allez vous lever. C'est toujours mieux quand on se lève parce qu'on voit qui parle. Bonjour. Bonjour. À nouveau, Maxime Yaware, je suis intervenu ce matin. Ma question va à madame qui a une lecture européenne. Si on essayait de se projeter de manière positive sur le sujet, vous qui êtes parfaitement, on va dire, transculturel, c'est quoi la vision que vous auriez de vers où on va de manière positive pour les filières, positive en termes de signaux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez donné quelques pistes. Il faut commencer par pardonner, il faut s'exprimer, etc. Mais je dirais de manière un peu plus concrète, est-ce que les solutions dont parlait Christine Roguet d'étiquetage, est-ce que sont une voie nécessaire et suffisante ou nécessaire et insuffisante? Quelle serait la recommandation? Et d'ailleurs, ça va aussi pour Christine. Quelle serait la recommandation dans une vision positive pour répondre à ces enjeux pour les filières? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on parle uniquement de la castration et bien-être des trucs, qui sont deux sujets qu'on traite beaucoup et qu'on parle beaucoup au Danemark, c'est clair qu'on ne peut pas continuer à castrer comme ça, à vif. Ça passera pas. Tôt ou tard, ça ne passera plus. Donc, il faut trouver des solutions. Le mal entier, il y en a qui trouvent que c'est la bonne solution, mais pour le Danemark, ce n'est pas la solution. Donc, il faut trouver autrement, et ça peut être pas la génétique, mais la génétique, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on se dit, tiens, on va faire ça le mois prochain, et puis c'est bon. Et ça ne peut pas. Mais il va falloir que tout le monde s'assoie, et que ça sera bien à niveau européen, qu'on essaie de ne pas réinventer la roue dans chaque pays, chacun à son tour. Et je trouve qu'il y a des choses à prendre chez chacun pour aller dans ce sens de bien-être, parce que peu importe comment, on voit bien ce qui se passe avec la communication Internet et compagnie. On n'a pas le choix, il faut trouver des solutions. Excusez-moi, je n'ai pas été assez clair. Je vais formuler ça de manière beaucoup plus claire. Si on écoute ce qu'on entend depuis ce matin, il faut améliorer les conditions d'élevage de manière croissante. Je ne vais pas aller jusqu'où les améliorer, mais je vais retenir sur le coût, puisqu'on a entendu que oui, il faut améliorer, mais qui paye, et on n'a pas de solution. Donc, si, on a évoqué des pistes quand même. Oui, alors, mais dans les pistes évoquées, quelles sont les recommandations? La piste qui est au Danemark, qui est utilisée au Danemark, c'est chaque porcelet, chaque cochon, chaque charcutier, chaque truc de réforme, à chaque fois qu'il y a un animal qui est vendu ou abattu, il y a entre 50 centimes d'euros et 1 euro qui part dans un fonds
qui est utilisé pour faire des recherches. Il y a deux grandes études qui sont en cours depuis 2016-2017. C'est entre autres comment faire pour je ne sais pas si le human nose, ça vous parle forcément à l'abattoir, de trouver les verras qui ne sont pas très bons et qui vraiment sont pas très bons. Il y a deux manières de faire. Il y a ce qu'on appelle online et at-line. Et pour le moment, on crame la graisse et puis ça sent mauvais, c'est à gauche, ça sent bon, c'est à droite. Et là, c'est vraiment pas fiable du tout. Et si on veut tous faire que du mal entier, il faut qu'on soit tous à manger de la viande en sauce. Donc, cette direction, il faut la prendre pour trouver les réponses. Et au Danemark, c'est un fonds en commun de tous ceux qui commercialisent les animaux. Allez, une question de monsieur. Est-ce que je peux juste... Oui, en fait, j'entendais la réponse danoise parce qu'effectivement, au Danemark, il n'y a pas cette controverse aussi forte autour de modèles d'élevage qu'on qualifie en France et en Allemagne aussi, et même aux Pays-Bas, l'élevage de masse intensif. Donc, c'est vrai que là, la réponse est focalisée sur la problématique de la castration. Sauf qu'en fait, répondre à la question de la castration, quand on vous dit que c'est le système d'élevage qui pose problème, et notamment que les animaux ne puissent pas assez exprimer leur comportement, ça ne sera pas une réponse satisfaisante, quoi. Alors après, juste, parce que je veux laisser la place à une question, quelles seront les évolutions ? Les évolutions, ça sera celles qui seront décidées par le marché. Les consommateurs et les distributeurs vont avoir un rôle important, et celles qui seront aussi décidées par l'amont. Et là, c'est nous, filière animale, qui avons aussi à ne pas nous laisser déposséder des orientations. Ça va être les chartes des bonnes pratiques, les initiatives qui sont prises dans les coopératives pour les démarches de progrès, etc. Et ce qui va dessiner l'avenir, en gros, moi je le vois comme ça, il y aura le bio toujours, qui est vraiment l'alternative la plus crédible pour ceux qui refusent totalement le modèle d'élevage intensif, qu'ils achètent bio, mais c'est très cher. On a le modèle conventionnel, et entre les deux, on aura effectivement une palette qui est en train de se dessiner sous l'effet des démarches des coopératives, des industriels, mais c'est à l'amont aussi de dicter un peu ce que sera cet avenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des évolutions se feront, quoi. Monsieur, levez-vous une question. Oui, Guillaume Rouet, je suis le président d'Inaport. Moi, je crois, dans le prolongement de ce que vient de dire Christine Roguet, qu'il faut regarder le monde à son échelle. Et il est d'abord vaste, et puis il est aussi multiculturel. Et donc l'approche du bien-être animal, elle n'est évidemment pas unique et uniforme. Et je crois que trop souvent, dans ces débats sociétaux, on a le sentiment que si on n'est pas dans le mieux-disant, on est fautif. Or, il faut réfléchir parce qu'il y a forcément divers degrés. Alors, je ne parle pas évidemment de ceux qui excluent totalement la viande ou les produits animaux de leur quotidien. Mais si on reste dans le monde de la viande, il y a bien eu tout à l'heure une séparation entre les différentes catégories. À un moment donné, on a une vocation économique d'aménagement du territoire, et on n'a pas pu passer, vous n'avez pas pu passer ce matin la vidéo de notre collaborateur en Chine qui a été interrogé sur la façon dont, Fanny Meng, sur la façon dont les Chinois apprécient le bien-être animal. Il y a quand même un écart considérable entre leur culture et la nôtre. Et si on veut, c'était pas aujourd'hui en tout cas leur préoccupation première. Tout à fait. Donc si on veut rester, nous, et c'est très important en termes d'aménagement du territoire et de structuration de notre économie, si on veut rester présent sur ces marchés à l'export notamment, il faudra bien qu'on soit en capacité d'être compétitif. Et être compétitif sur des marchés comme celui-là, qui sont approvisionnés par ailleurs par des Américains, demain par des Brésiliens, voire par des Russes, avec des modèles d'élevage totalement différents de celui que l'on conçoit ici, ça supposera effectivement que dans notre société française ou européenne, il y ait une certaine forme de tolérance à l'égard de ceux qui souhaitent rester dans la compétition. Maintenant, ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas la prétention d'y apporter la réponse, bien évidemment, mais j'ai l'intime conviction qu'il ne pourra pas y avoir une seule vitesse. Donc il faudra bien admettre que l'on puisse avoir une agriculture à plusieurs vitesses. Ça ne veut pas dire que pour autant, on ne respecte pas les animaux. Merci, Monsieur Rouet. On va clore, Marcel, le mot de la fin. Mais peut-être parce que... Ce que dit Guy... il y a des choses bougent même en Chine. Pour information quand même, la semaine prochaine, fin de semaine, la semaine prochaine, on a une délégation chinoise qui vient, partie laitière, pour essayer de redévelopper des élevages d'une centaine de vaches, parce que les grands élevages de milliers de vaches posent des questions et qu'ils essayent d'avoir d'autres réponses.
Donc là aussi, rien n'est arrêté. Les lignes bougent un peu partout. Merci en tout cas, Christiane Lambert, Christine Roguet. deux mots. Oh. Ouais. Juste une invitation à être très prudent quand même. Le témoignage qu'on a vu de la Chine ce matin, Oui. qui met en place du bien-être avec plus de surface, plus de lumière, plus de ci, plus de ça, ça sera des ports bien-être ou étiquetés comme tels, que ça nous plaise ou pas. Mais ferions-nous d'écouter ou pas les signaux faibles. Sur les œufs, on les a écoutés plus ou moins. On voit la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui. Ceux qui ont le plus de mal, ce sont les éleveurs, qui doivent refaire des bâtiments. Et même la mayonnaise bas de gamme de chez Super U est avec des œufs non-cage. C'est-à-dire que même sur des produits industriels basiques, c'est du non-cage. Donc faisons attention, quand ça bouge partout ailleurs, la compétitivité, c'est aussi la double compétitivité. Parce que si on ne peut plus construire de porcheries, parce qu'on est refoulé sur nos projets par des gens qui pourrissent l'image de l'élevage de porc, qui dissuadent les jeunes de s'y intéresser, je pense que ce n'est pas forcément très bien préparé l'avenir. Il y a un contrat d'avenir sociétal en neuf. Je sais qu'il y en a en gestation en porc. Méfions-nous quand même. Pour l'instant, les Chinois achètent. Aujourd'hui, les Chinois se mettent à produire. Et s'il faut vendre des porcs demain avec les Chinois, des porcs bien-être, il faudra que les nôtres le soient aussi. Merci Christiane Lambert. Merci à nos trois invités d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau de Terre 2017. On peut vous applaudir. Merci encore Christine Roguet, Marcel Deniol, Randy Domino. On va faire une petite pause d'une demi-heure. Un mot et surtout un conseil. Quand vous revenez, vous prenez tous, sauf si vous êtes bilingue, un casque de traduction, puisque nous aurons Martin Scholten qui nous vient de Wageningen University aux Pays-Bas et qui va intervenir. Il interviendra en langue anglaise, normalement. Donc voilà, rendez-vous ici avec les casques dans une demi-heure. Merci.